Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui regarderont cette émission au replay. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir un psychologue, Yann Charrier, qui vient nous présenter son petit ouvrage, Le très petit guide de survie à la guerre psychologique de 5e génération. Installez-vous confortablement, ça commence tout de suite. Si on la retrouvait, on vivrait seulement pour la noble cause. Si nos cœurs s'ouvraient, noir, blanc, jaune, rouge, peu d'importance. Si pour elle on œuvrait, elle renaîtrait sûrement de ses cendres. Si on s'aimait pour de vrai, sans elle, on ne peut atteindre le ciel. Sans elle, l'homme est déchu et devient un logiciel. Je crois en elle. Elle n'a pas dit son dernier mot, non. J'attends qu'elle se rebelle contre ce qui fait d'elle un robot. Réveille-toi, éveille-toi, élève-toi. Humanité, ne te perds pas, les écoute pas, je crois en toi. Humanité, rebelle-toi, révèle-toi, délivre-toi. Humanité, la solution c'est toi. Watch out, Babylone connaît ta force. Donc elle nous plonge dans le coma, afin que tu sommeilles, que tu ne vois même plus le soleil. Hypnotisé par son oseille, le diable te met dans son escarcelle. Je rêve de ta prise de conscience, que l'on change les circonstances, yes. Que tu retrouves tes droits, que tu dises haut et fort ce que tu penses, que tu redonnes à ce monde un sens, oui. Je crois toujours en toi, avant que tu t'éteignes, parce que l'on dédaigne. Prendre soin du divin présent, enfant du jardin d'Éden, protégeons la reine, oui. Mama Gaïa de l'assaut des tyrans, avant que tu t'éteignes, parce que l'on dédaigne. Prendre soin du divin présent, enfant du jardin d'Éden. Fais briller ta lumière, délivre-toi, il est temps. Réveille-toi, éveille-toi, élève-toi. Humanité, ne te perds pas, les écoute pas, je crois en toi. Humanité, rebelle-toi, révèle-toi, délivre-toi. Humanité, la solution c'est toi. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous les amis et bienvenue sur Loulou Dissident Média, la révolte en marche et solutions à venir, médias humains, indépendants et non financés. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne soirée. On se retrouve pour un sujet très très important ce soir. J'ai le grand plaisir de recevoir le psychologue Yann Charrier qui vient nous parler de ses recherches et de son petit ouvrage qui s'appelle « Le petit guide de survie à la guerre psychologique de 5e génération ». Et vous allez voir que toutes les mesures qui ont été prises pendant la pandémie, les amis, eh bien, c'est tout sauf du hasard. Ça va être lourd. Vous allez découvrir ça tout de suite. Allez, on va sans plus attendre, on va faire monter l'invité du soir. Bonsoir Yann, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup Mike de me recevoir.
Avec un grand, grand plaisir. Et d'ailleurs, on va en profiter tout de suite pour faire un coucou à Muriel du collectif Cher à tout cœur. Voilà, un collectif qui n'a de cesse de travailler. Et Merci c'est beaucoup, grâce à Muriel. elle que nous sommes rencontrés en contact. Donc, tout de suite, un petit mot pour Muriel. Voilà. Alors, Yann, on va commencer, si tu veux bien, par le fait que tu te présentes, voilà, pour tous nos auditeurs qui ne te connaissent pas, s'il te plaît. Bien sûr, avec plaisir. Alors, moi, je m'appelle Yann Charrier, je suis un simple citoyen et papa, et j'ai des compétences en psychologie puisque je suis psychologue du travail et des organisations diplômé d'État. Je suis spécialisé en évaluation psychologique des personnes et des systèmes. Et j'ai fait ce travail, j'ai commencé ce travail de façon tout à fait indépendante et gracieuse. euh, Pendant l'année 2020, pendant le début du Covid, et c'est ce que j'ai vu m'a interpellé. J'ai fait mes recherches et ce que j'ai trouvé m'a tellement empêché de dormir que j'ai été obligé de passer à l'action. D'accord. Alors, ce qu'on peut dire, Yann, je pense que tu seras d'accord avec ça. Quand on pense psychologie, on a trop souvent tendance à dire la psychologie, et c'est vrai que la première chose à laquelle on va penser, c'est je vais pas bien, je vais voir mon psychologue, ça va me faire du bien. On Mhm. a, c'est ce qu'on pense en règle générale, hein, de but en blanc tout de suite. Et c'est Euh, souvent une bonne idée. C'est souvent une bonne idée. C'est pas facile, ça demande du courage. Mais comme tu dis, la psychologie, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore dire que ça existe? Est-ce qu'on pourrait bah, pas dire plutôt les psychologies? Voilà, c'est ce que j'ai découvert moi en lisant ton petit ouvrage que tu m'as gentiment envoyé. Et là, c'est plutôt l'effet inverse du bon sens, j'ai envie de dire. Donc, c'est plutôt les psychologies, on devrait dire, non? Tout à fait. La psychologie, bon, on pourrait dire que ça a commencé autour de 1900 avec, Freud, Jung, Adler et leurs copains. Mais depuis, il y a eu énormément de développement et il y a plus une psychologie, il y a des branches de la psychologie et il y en a énormément. Je veux dire, le volume de recherche qui a été fait dans ce domaine est monstrueux. Par exemple, quand on va pas bien, généralement, on va voir son psychologue ou un psychologue, on va voir un psychologue clinicien. Un clinicien, c'est celui qui s'occupe des gens qui vont pas bien. Et c'est tout à fait honorable et c'est très important. Mais il y a aussi les psychologues du développement de l'enfant, vieillissement, etc. Ça aussi, c'est une des branches de la psychologie comportementale dont on va parler, qui a pour but de modifier ton comportement. Par exemple, tu veux arrêter de fumer ou de boire, tu vas voir un comportementaliste qui va travailler avec toi et pour t'aider à modifier uniquement ton comportement. Pas du tout ce que tu penses, juste ce que tu fais. Il y a la psychologie sociale qui est très intéressante, la psychologie du travail et des organisations, la psychologie culturelle, la psychologie interculturelle, la psychologie transculturelle, la psychologie culturelle comparée, la psychologie expérimentale. Il y en a et j'en oublie des quantités pas possibles. Donc, c'est vraiment un champ de recherche, on ne se rend pas compte, qui a vraiment explosé et qui est devenu extrêmement vaste. Là, au jour d'aujourd'hui, il y a une nouvelle branche qui est sortie, c'est alors bon, la psychologie de l'environnement, la psychologie environnementale, c'est-à-dire l'aspect psychologique de ce que ça te fait le changement climatique, par exemple. Ouais. Il y en a des quantités pas possibles. Oui, on baigne dans une nuée de psychologie. Et est-ce que par rapport à ce que tu vas nous démontrer, on pourrait dire qu'il y a même une psychologie manipulatrice? Alors, la psychologie, c'est un outil. Ok. Un outil, lui, il est neutre. C'est comme un marteau. Avec mon marteau, je peux venir chez toi, t'aider à construire ta maison, mais aussi je peux te le mettre dans la gueule pour te faire du mal. Donc, non, voilà, moi, j'en fais ce que j'en veux. Après, normalement, un psychologue à la fac a des cours de déontologie et d'éthique. Mais enfin, la plupart des psychologues que j'ai rencontrés dans ma vie sont des personnes qui sont plutôt branchées sur l'éthique et la déontologie. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tout le monde. Et ça, on en parlera Et- ce soir parce qu'on va ouais. parler de courants de la psychologie qui remontent aux années 50 et qui sont très très noirs et complètement dénués de déontologie. Eh bien, comme prévu, je te poserai plusieurs petites questions après ta démonstration. Mhm. Pour l'heure, eh bien, écoute, je te propose de montrer aux auditeurs le fruit de tes recherches. On fait Ben comme ça? écoute,
Allez, ça marche, c'est super. Merci beaucoup, Mike. C'est Donc moi, parti. ce que je vais vous sortir, c'est un petit diaporama qui est comment dire, un bref résumé de ce que j'ai mis dans le livre, qui est lui-même un résumé de d'autres interventions, d'autres conférences et de recherches personnelles. Et on va commencer par des choses qui, il y aura on va parler de choses qui des fois seront assez difficiles. Donc c'est pas une émission pour les enfants, c'est une émission pour les grands, mais je pense que les citoyens ont besoin de comprendre ce qui leur est arrivé en vrai. Donc ça c'est la couverture du livre, hein, on va passer très vite. Et ça c'est en gros, pour faire très simple, comment j'ai fait mes recherches. J'ai commencé par rechercher qu'est-ce que c'était ces protocoles sanitaires, hein, parce que ça me semblait louche. Et j'ai déménagé en 2020 en face d'une école primaire, le hasard de la vie. Et quand j'ai vu ces enfants aller et venir masqués, distanciés, ça m'a rappelé un vieux quelque chose dont je vais vous parler juste après. Alors, comment ça marche? D'abord, on définit l'objet d'étude. Qu'est-ce qu'on analyse? Là, en l'occurrence, on ne sait pas ce qu'on analyse. On analyse les protocoles sanitaires. Ça a priori jamais été fait, donc je saute directement aux deux. On va collecter les diagnostics de terrain, donc auprès de professionnels tels que des psychologues cliniciens, bien sûr, mais toutes sortes de psychothérapeutes, des pédopsychiatres, mais également des orthophonistes, mais également des infirmières, mais également du personnel hospitalier, du personnel d'école, des professeurs et bien sûr, évidemment, des parents. Très important parce que on peut être professionnel de ce qu'on veut, personne ne connaîtra aussi bien ton enfant que toi-même. Hein. On essaie des fois de te faire croire l'inverse, mais c'est faux. C'est toi qui connais le mieux ton enfant. Ensuite, on va rechercher un cadre théorique de référence. Est-ce qu'il y a déjà des recherches qui ont été faites sur le sujet? Et alors là, surprise, j'en ai trouvé et c'est du lourd. Et pour terminer, on s'occupe de ça, analyse et conclusion. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer directement aux deux. On va parler des diagnostics de terrain. En gros, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recueilli des témoignages de professionnels et de non-professionnels et j'ai fait, comme on dirait, un best-of. D'accord? Et qu'est-ce que c'est ce best-of? Déjà, je suis tombé sur l'étude COCI, Corona Children Studies. C'est une étude très, très importante en termes de volume, puisqu'elle comment dire, elle a été faite sur plus de 25 000 participants, ce qui est énorme. Une étude sur 5 000 personnes, c'est beaucoup. Et là, c'est une étude qui a été faite sur 25 930 enfants en Allemagne qui portaient le masque 4 heures par jour seulement, c'est-à-dire la moitié de ce qu'encaissaient nos enfants. Et on s'est aperçu que plus de 60% des enfants développaient au moins, et je dis bien au moins, un symptôme de la dépression en plus. Parce qu'il se peut très bien que ton enfant ait un petit problème en ce moment et déjà un ou deux symptômes de la dépression. La dépression, comment ça marche dans le DSM, le manuel du diagnostic en psychologie, c'est-à-dire que c'est comme une collection. Si tu as 5 de ces symptômes, tu es considéré comme étant en état de dépression grave. Donc grave, c'est grave, d'accord? Donc je vous l'ai dit comme ça pour ceux qui ont un petit écran. Donc humeur triste, perte d'intérêt ou de plaisir dans la plupart des activités, perte ou prise de poids, insomnie ou hypersomnie, agitation ou ralentissement psychomoteur, c'est-à-dire que tu réfléchis moins vite, ralentissement cognitif, hein, pareil, tu réfléchis moins vite, on observe ce genre de phénomène très souvent dans les prisons, fatigue, perte d'énergie, psychasthénie, c'est-à-dire fatigue mentale, culpabilité excessive, sentiment de dévalorisation, trouble de la concentration, pensée morbide, idées suicidaires et bien sûr suicide. Je rappelle que le suicide, c'est très mauvais pour la santé. Et c'est là qu'on s'aperçoit que santé mentale et santé physique sont bien sûr tout à fait liées. Hein, si tu as trop mal dans ton cœur, tu vas finir par te jeter par la fenêtre. Mais inversement, si tu te casses la jambe, ça va te foutre un coup au moral. Donc ça, c'est vraiment une petite partie des symptômes. Je commence par ça parce que c'est quelque chose de facile à comprendre et que l'on peut facilement observer chez son enfant. Des fois, on peut se dire, oh tiens, il est un petit peu triste, mais c'est pas grave. Non, non, c'est pas que c'est grave, c'est que c'est important. La dépression chez un enfant, c'est un des pires trucs qui peut lui arriver. C'est très grave pour un enfant d'être en dépression. Ça, c'est juste pour la dépression. Et ensuite, ce que j'ai récupéré, c'est tout ça. Énurésie, on fait pipi au lit. Stress, aphasie, on arrête de parler. Baisse d'énergie, hyperactivité, troubles du sommeil, retrait émotionnel,
Confusion émotionnelle, psychologique ou intellectuelle, régression du langage. C'est-à-dire que des enfants qui savaient parler, moi c'est arrivé à mon enfant, perdaient des syllabes, les tout petits, les 2, 3, 4 ans. Et ça c'est extrêmement grave. Comment Oui, est-ce que... le masque y est pour beaucoup aussi là, puisqu'on ne voyait plus Oui, masquer les enfants, ils voyaient plus et on sait très bien que dans l'apprentissage, voir comment les lèvres bougent, c'est très très important pour les enfants. Oui. oui, tout à fait. Les enfants, pour apprendre à parler, bon, bien sûr, regardent leurs parents et par mimétisme, ils recopient ce que tu fais. Ils bougent les lèvres comme toi et essayent de faire les mêmes sons. Euh, donc, comme tu dis, si tu caches la bouche, l'enfant ne peut plus apprendre à parler. D'ailleurs, c'est une technique qui était utilisée au temps de l'esclavage. On prenait des esclaves de première génération, donc on avait capturé, qui étaient des hommes et des femmes libres. On leur permettait de se reproduire, comme on dit, et on leur mettait un masque en ferraille pour que leurs enfants ne puissent pas apprendre à parler la langue d'origine. Hein, pour Ah oui, casser. Ah oui, 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 j'ai retrouvé des photos. C'est, c'est un procédé assez dégueulasse. Et le masque en papier a les mêmes effets. Hein. Il suffit de barrer ta bouche et l'enfant ne peut plus apprendre à parler. D'accord? Ça rend pas les enfants plus intelligents. On est bien d'accord. Phobie scolaire, bien sûr, tu as peur d'aller à l'école, ça te fait du mal. Pourquoi? On ne sait pas encore, mais on va le découvrir. Anxiété, troubles obsessionnels compulsifs, les TOC, angoisse et névrose d'angoisse. Quand on dit angoisse, c'est pas juste j'ai un peu peur. Une névrose d'angoisse, c'est vraiment un problème qui est conscient et qui est devenu inconscient, qui est très profond et qui peut prendre des années à se solutionner avec l'aide d'un professionnel. Psychose. Alors la psychose, là carrément, tu tombes dans le pathologique très grave. Hétéroagression, donc devenir violent avec les autres. Auto-agression. Auto-agression, se taper la tête contre les murs, mais également automutilation. oui, J'ai eu des témoignages de lycéens qui se tailladent les bras avec un cutter tellement ils sont mal dans leur peau. ouais. Hein, pourquoi? Parce que quand tu souffres dans ton petit cœur, la douleur physique te fait oublier la douleur mentale. Hein, Hein, donc, en gros, des enfants qui se tailladent et qui disent ah, mais ça me fait du bien, c'est comme des bonbons. Je cite. Hein. ouais, 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 ouais. Syndrome de stress post-traumatique, c'est la même chose que traumatisme de guerre. Alors, Mike, je voudrais te poser une question. Comment ça se fait qu'un enfant, mettons de 8 ans, qui aille à l'école dans un petit village ou dans une ville de France, souffre de traumatisme de guerre? On n'est pas en zone de guerre. Comment est-ce que c'est Ouais. seulement possible? Et quand j'ai vu cette liste et quand je me suis posé la question des traumatismes de guerre, je me suis dit, mais c'est impossible. Bah, oui, Techniquement, c'est pas possible. C'est pas possible. traumatisme de guerre, C'est pas possible. on assimile ça à oui, à des batailles, à une guerre civile ou vraiment, quelque chose comme ça. On Hmm. pourrait pas croire que ce soit la société ou l'école qui les traumatise à ce point-là. C'est impossible. Et un traumatisme de guerre, normalement, c'est ce qui arrive quand une grenade explose à côté de toi et que ton pote explose en petits morceaux et t'en as plein la figure. Traumatisme de guerre. Là, c'est tout à fait normal. À l'école, c'est impossible. Donc, moi, c'est ça qui m'a vraiment interrogé et j'ai décidé d'aller plus loin dans mon investigation. Et ce que j'ai trouvé m'empêchait de dormir pendant des jours et des jours. Mmh. Donc, qu'est-ce que j'ai trouvé? J'ai trouvé le docteur Donald Hebb. Alors, il est considéré par de nombreuses personnes comme le père de la torture psychologique. Hein, ça, je ne le savais pas. Je ne l'ai pas appris à l'école. J'ai découvert par moi-même pendant cette période. Ses recherches, le docteur Donald Hebb commence en 1951 à l'université McGill au Canada. Ce sont des recherches qui ont été financées par l'Institut Rockefeller et par la CIA. Alors déjà, tu te dis, bon, c'est un peu louche quand même. Et ces Ils recherches sont portaient sur partout. quoi? Ils sont Ah non, mais partout les Rockefeller, c'est ils sont partout. incroyable. C'est curieux quand même. Mmh. Et ces recherches portaient sur quoi? Donc, portaient sur la privation sensorielle. La privation sensorielle, on a tous vu ça dans les films américains. Hein. Mmh. Super combi, dans un bac d'eau tiède, tu flottes, et des fois, il y a même des séries où tu développes des super pouvoirs. Dans la réalité, ça ne se passe pas comme ça. Comment ça se passe dans un laboratoire de psychologie? Comment ça se passe à l'époque? Par exemple, ça, ce sont des expériences qu'ils ont faites. Ils prennent des mecs, ils les mettent dans des combinaisons, ils leur mettent des masques à gaz parce qu'on fait avec les moyens du bord, des gants, et du coup, tu leur enlèves la sensation du toucher. Tu peux leur boucher les oreilles, ils n'entendent plus rien. Et donc, ils sont coupés du monde. Donc, quand tu es dans cet état-là, quand tu ne peux plus te toucher toi-même,
tu n'as plus de sensations tactiles, tu n'as plus de sensations auditives, et en fait, ton cortex cérébral n'est plus stimulé. C'est très important pour nous, les êtres humains, de la stimulation. Là, tu vois, je te vois à l'écran, je parle avec mon copain Mike et ça me fait très plaisir, ça me fait du bien. Et même si on s'engueulait, je préférerais qu'on s'engueule plutôt que de rester 3 jours enfermé dans un placard. Bien sûr, bien sûr. Parce que ça, c'est très mauvais pour un être humain. L'être humain a besoin de stimulation. Donc, une définition par le docteur Donald Hebb, je vous la lis, la déprivation sensorielle est une façon d'obtenir une extrême monotonie. Elle cause une perte des capacités critiques. La pensée est moins claire. Le sujet se plaint qu'il ne veut même plus rêvasser. Et quand vous avez des étudiants qui ne peuvent même plus rêvasser, vous êtes dans une mauvaise voie. Voilà. En fait, ton cerveau ne marche plus bien. Tu réfléchis moins bien. Si tu te souviens, pendant la période Covid, il y a des gens, tu te demandais, tu te disais, mais vous réfléchissez les gars ou quoi? Ah non, tu ne peux plus réfléchir aussi bien que ça. Et si on y ajoute le syndrome de Stockholm et un tas d'autres effets supplémentaires, en fait, ça devient très dur de penser normalement. Hein. Tu réagis comme on te dit de réagir principalement. Donc, comment ça marche l'isolation sensorielle en laboratoire de psychologie à l'époque? On prend un sujet, on lui bouche les yeux, les oreilles, les yeux bandés, les mains capitaudes, on lui met des chaussures pour qu'il n'ait pas de sensation dans les pieds, il ne peut pas bouger. Donc, quand tu ne peux pas bouger, tu n'as plus de synesthésie, c'est-à-dire la sensation du corps propre. Et afin que le sujet accepte, bon alors, ça c'était au début, les expériences étaient relativement clean, c'est-à-dire c'était des sujets volontaires. Et quand ils disaient stop, on arrêtait l'expérience. On les ligote afin que le sujet adopte le comportement voulu. Le comportement, et je parle bien de comportement, là je parle de psychologie comportementale. Ce qui compte, c'est pas ce que le sujet pense, c'est ce qu'il fait, d'accord? Donc ça, c'est une isolation totale. Le docteur Donald Hebb raconte que aucun sujet n'arrive à tenir comme ça 48 heures. Et très rares sont ceux qui dépassent les 24 heures. Hein. Tu deviens fou très vite. Et quand je dis fou, c'est pas pour être méchant, hein. Tu deviens complètement fou. Pourquoi? Parce que tu n'as plus de stimulation externe et donc tu te retrouves seul dans le noir face à ton inconscient. Et donc ton inconscient va être lâché. En gros, tu es seul face à tes démons dans le noir. Et franchement, c'est pas rigolo. Et ça, c'est une photo qui sort du QBARC. Le QBARC, c'est le manuel de torture psychologique et de torture des États-Unis d'Amérique des années 70. Hein, je vous invite à le compulser. Vous pourrez le trouver. Il a été réédité en français dans je ne sais plus quelle édition, mais ça se trouve assez facilement. Même en librairie, vous pouvez le commander. Bon, c'est assez pénible à lire, je vous préviens. Et je me suis rendu compte que ces méthodes qui, à la base, étaient des méthodes de laboratoire, ont été opérationnalisées, c'est-à-dire utilisées pour de vrai dans la vie réelle, en dehors de l'université, ou ça, à la prison de Guantanamo. Alors, tout le monde ne connaît peut-être pas, la prison de Guantanamo Bay à Cuba est une prison militaire américaine sur le sol cubain. Hein, c'est une petite bizarrerie des États-Unis. Et c'est une prison dans laquelle on est autorisé à torturer les détenus. Ces gens-là n'ont plus aucun droit. Hein. Ils se font torturer de façon ignoble du matin au soir. Ça peut durer des années. Hein. Ils n'ont plus de droit, ils n'ont pas droit à un avocat, ils n'ont pas droit à une cour de justice ni à un tribunal. On les met là, on les torture pour les faire parler. Alors, certains disent que c'est très bien de torturer les gens, d'autres, même des militaires, estiment que c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que si je te torture assez longtemps, Mike, tu me diras tout ce que je veux entendre, même si c'est faux. Et bien sûr, et c'est pas pour dire que tu es un trouillard. Moi aussi, c'est pareil. Hein, je ne sais pas combien de temps je pourrais tenir. On ne sait pas. Quand tu me dis ça, on pourrait se croire au commissariat de police. C'est ça, mais en 1000 fois pire. Hein. Il y a de multiples méthodes de torture. Je ne rentrerai pas dans les détails, je ne les connais pas tous. Je ne suis personnellement pas un expert en torture psychologique. Je suis juste un psychologue du travail de base. Vraiment de base. Ce que je remarque là sur ton slide là, c'est quelque chose qu'on a vécu, hein, distanciation sociale, environ 2 mètres. Nous, pendant la période Covid, on nous disait 1 mètre. Et masque chirurgical bleu. Curieux, n'est-ce pas? Et très curieux. Très curieux. Et
ils ont donc, c'est quasiment comme la photo d'avant, la diapo d'avant, c'est oreilles bouchées, yeux bandés, mains capitonnées, distanciation sociale et un masque. Étonnant. Et bien sûr, la méthode de coercition, c'est des menottes, parce que ce sont des adultes, ils ne se laisseraient pas faire. Hein. Toi, tu te laisserais pas faire, moi non plus, mais eux non plus. Et donc, on se rend compte que ces méthodes d'isolation sensorielle sont encore utilisées de nos jours. Hein. La photo date de 2001, dans des prisons pour torturer des êtres humains. Donc, et ça marche très bien, je vous assure. D'ailleurs, comment il s'appelle, le célèbre journaliste qui a été libéré récemment, là, qui a passé des années en prison, le monsieur de Wikileaks, j'ai un petit trou sur son nom, je suis désolé, témoigne de méthodes de torture par isolation sensorielle. Donc, je continue et je vais redescendre ce que moi j'appelle la phase 2. J'ai découpé ça en plusieurs phases pour une meilleure compréhension. Ça, c'est une manifestation qui a été organisée par Amnesty International. Vous voyez là, la petite bougie avec la petite flamme, c'est Amnesty International. Pourquoi je montre cette photo? C'est une reconstitution, hein, c'est pas pour de vrai, c'est une manif, mais c'est juste pour vous montrer que oui, c'est pour de vrai. C'est tellement pour de vrai qu'il y a des associations, des ONG mondiales, de calibre mondial, qui dénoncent ça. Hein, donc on voit là sur cette photo, c'est yeux bandés, alors ils sont plus ou moins les mains menottées, mais bon, c'est une démo, et certains ont un masque, voilà, curieusement, et une distanciation sociale, les yeux masqués, un stress auditif avec un chien qui fait peur, et des menottes. Mais là, on va aller sur quelque chose de plus intéressant. On va redescendre sur la phase 1, quelque chose de plus soft. D'accord ? Et là, on arrive à ce qu'on appelle, qui est très connu, la torture au masque. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Donc, photo prise à Guantanamo Bay à Cuba encore en 2001, c'est ça. Donc, la procédure est très simple. Cette photo est très connue, la procédure est très simple. C'est un masque chirurgical et une distanciation sociale. C'est tout. Hein. On met des menottes à ces gens-là pour qu'ils gardent le comportement attendu. Vous voyez, si vous regardez dans le détail, qu'ils ont des lunettes autour du cou, au cas où on leur met sur les yeux pour leur empêcher de voir, pour augmenter l'isolation sensorielle. Mais là, en l'occurrence, ils ont juste séparation, distanciation sociale et un masque chirurgical. Et ça, mon ami, ça suffit pour torturer un être humain. Il faut le savoir. Moi, je ne le savais pas. Mais quand tu vois ça, tu commences à te poser des questions. Donc moi, la question que je pose, c'est « Et là, qu'est-ce qui se passe ?» Hein. C'est une photo prise en France en 2021, dans une école quelle qu'elle soit. C'est de toute façon, cette photo est très très parlante, mais en gros, c'était la même chose qui se passait dans toutes les écoles. On a un masque chirurgical ou en tissu, ça dépend, une distanciation sociale de plus ou moins 1,50 m et pas de menottes. Donc pas de menottes, c'est pas de la torture. Hein, c'est normal, tout va bien. Ça s'appelle un protocole sanitaire. Hein. C'est pas de la torture. Sauf que moi, les menottes, je les vois. Pourquoi? Parce que c'est la méthode de coercition, elle est devenue psychologique. Ce ne sont plus des menottes, c'est une méthode de coercition psychologique. Ce qui compte, ce n'est pas les menottes, c'est la procédure. La méthode de coercition psychologique, c'est la culpabilité d'être la cause du décès des êtres chers, notamment de tes grands-parents, mais également les punitions, les menaces et l'exclusion du groupe. Ça, c'est très dur pour un être humain. Hein. Si quelqu'un, ça vous est déjà arrivé d'être exclu d'un groupe, notamment au travail, d'être mis au placard, il y a des gens qui en arrivent à faire des burn-out ou même des tentatives de suicide, juste parce qu'ils sont exclus du groupe. C'est une souffrance telle, psychologique telle, qu'on peut la ressentir physiquement. D'accord? C'est très grave de faire ça. Et donc, ça suffit, c'est la méthode de coercition qui permet d'obliger le sujet à adopter le comportement attendu. Hein, je vous rappelle, c'est de la psychologie comportementale. C'est le comportement qui compte. Et donc, quand on voit ça, on finit par comprendre qu'en fait, la différence principale, c'est la couleur des vêtements. Voilà. Citation du docteur Donald Hebb, je n'avais aucune idée quand je suggérais cela. Il parle d'isolation sensorielle. Quelle arme vicieuse, quelle arme potentiellement vicieuse cela pouvait être. Eh oui. Parce qu'en fait, si on utilise les mêmes méthodes, on aura les mêmes résultats. Et là, on commence à comprendre pourquoi certains enfants
souffrent de traumatisme de guerre. Hein? Si on fait le rapprochement des deux images, on se rend compte que c'est la même chose. Tout ce qui manque, c'est les menottes, mais on a vu qu'elles étaient psychologiques. Les menottes sont dans la tête de l'enfant. Là, je parle des enfants parce que c'est un sujet qui me touche, mais il s'est passé la même chose dans les EHPAD avec nos aînés. Il s'est passé la même chose pour toi, pour ton voisin, pour tes collègues. Bien sûr. Alors, du coup, on peut maintenant définir notre objet d'étude, puisqu'on a compris ce que c'était. C'est une expérimentation psychosociale de masse, sur des millions d'enfants, de méthodes de torture psychologique de niveau militaire. Et je dis de niveau militaire parce que les militaires sont les meilleurs. Hein. Si moi, je voulais torturer quelqu'un, je ne serais pas aussi bon qu'un militaire entraîné à la torture, bien sûr. Mais oui, mais oui. Pourquoi? Parce qu'ils sélectionnent, année après année, décennie après décennie, les méthodes les plus efficaces pour te détruire. Et ça, c'est une méthode de destruction de l'esprit humain qui est redoutable et qui semble pas si grave. D'accord? Tu vas pas, quand même, tu vas arrêter de te plaindre, c'est pour ton bien, c'est pas si grave quand même, c'est pas si dur. Faux. Ce sont des méthodes de torture psychologique de niveau militaire, Mike. Donc, moi, c'est ce que j'ai trouvé sur les protocoles sanitaires. Alors, une fois que j'ai compris ça, je ne pouvais pas m'arrêter là. Bien sûr, quand tu as compris ça, tu es obligé d'aller voir plus loin. Qui a fait ça? Comment ça s'est passé? Comment c'est organisé? Parce que non, ça n'est pas arrivé par hasard. On a essayé de nous faire croire que oui, les gouvernements se sont simplement recopiés les uns les autres sans trop réfléchir. Faux. Faux. C'est impossible. Ça n'a aucun sens de dire ça. C'est pour nous faire avaler des couleuvres. Donc, la suite, c'est comment est-ce qu'on nous a fait adopter le comportement voulu? Bien sûr, il y a le pourquoi, dans quel but. Je pense que ça, tout le monde peut le comprendre assez facilement. On a utilisé de nombreuses méthodes que je décris dans le petit guide. Hein. Là, je parle d'une vingtaine de méthodes de manipulation à peu près. C'est pour 100 pages, c'est pas mal. Là, j'en sors une, mais il y en a quand même pas mal. Je reviendrai dessus après. Donc, on a utilisé notamment un cheval de Troie. C'est-à-dire que dans cette pancarte bleue, donc de couleur bleue rassurante, on a des conseils de base, d'hygiène de base que, en fait, quasiment tous les citoyens en France font déjà. Se laver les mains. Je ne sais pas si tu te laves les mains, moi je me lave les mains tous les jours, plusieurs fois par jour, avant manger, après manger, les chiottes, etc. Tousser ou éternuer dans son coude ou dans un mouchoir. Bon, ça tout le monde n'a pas l'habitude de faire ça, mais c'est rare qu'on tousse à la gueule des gens. Ça, voilà. Se moucher dans un mouchoir à usage unique, puis le jeter. Je ne sais pas si tu connais beaucoup de gens qui utilisent encore des mouchoirs en tissu. C'est devenu très rare. Hein. Tout le monde utilise des Kleenex. Oui. Voilà. Oui. Aérer les pièces le plus souvent possible. Pour moi, je tendance à le faire. La plupart des gens le font. Mais ce qui a caché bien au milieu de ce cheval, c'est une méthode de torture psychologique de niveau militaire. Saluer sans se serrer la main et arrêter les embrassades. Ça, c'est très grave. Ah oui. Ah oui. Nous, les êtres humains, nous avons besoin de contact. Oui. De contact physique. J'ai besoin, Mike, de voir ton beau sourire. Parce que quand tu souris, ça me rend heureux. Ça me fait du bien. Ça me fait du bien psychologiquement et même au niveau hormonal. Si tu veux, quand je te vois sourire, moi, ça va m'aider à créer de la sérotonine et de l'ocytocine. Quand tu vois ton vieux pote, le gros Roger, que ça fait longtemps que tu ne l'as pas vu, tu lui fais un bon câlin et alors tu es content. Pourquoi? Parce que ton corps va créer de l'ocytocine, hormone de l'amour. Et cette hormone, elle est anti-stress, elle va te permettre de lutter plus efficacement contre les maladies, elle a plein d'effets positifs. Et donc, ne plus avoir de contact physique, c'est très mauvais pour nous. Porter un masque dès 6 ans dans les situations à risque et bien sûr, isoler. Hein, ça, c'est les protocoles sanitaires, je ne vous apprends rien. Donc, on comprend maintenant qu'en fait, ces simples conseils de base étaient un cheval de Troie pour nous inciter à adopter le comportement voulu. Mais sans nous obliger, ou presque sans nous forcer, en nous expliquant que c'est pour notre bien. Pourquoi? Parce que c'est rassurant. C'est pour ça que l'image est bleue. Si tu te souviens, dans l'épidémie, la pandémie de H1N1 en 2009, si je ne m'abuse, les pancartes de protocole étaient rouges. Erreur. Parce que le rouge ne rassure pas. Alors, comment ça marche? D'un côté, je te fais peur.
et de l'autre, je te rassure. Et là où c'est rassurant, c'est là où tu vas aller, bien sûr. Donc, c'est pour ça que c'est bleu. Mmh. D'accord? Mmh. Donc ça, c'est une des méthodes qu'ils ont utilisées. Je parle de cheval de Troie, c'est quelque chose que tout le monde connaît, que tout le monde comprend. Mais là, voilà comment ça peut marcher, un cheval de Troie. Dans un bel emballage, je glisse une arme. Mmh. Alors, petite parenthèse, je vous parle des principales méthodes de manipulation que je vais plus moi décortiquer. J'en ai sûrement raté, d'accord? Je suis pas un expert en manipulation psychologique, c'est pas mon travail, d'accord? Donc celle que j'ai mis dans le guide, c'est à peu près la moitié de ce que j'ai trouvé, parce que il y en a pour des heures, hein. On a fait des interventions avec d'autres médias qui durent 2 heures, 3 heures, 5 heures là-dessus. C'est affreux. Mais bon, il fallait le faire. C'est pas le but aujourd'hui. Là, on est là pour parler entre copains, entre citoyens, entre parents. Euh, donc, la peur, bien sûr, c'est la méthode de base. Si j'arrive à te faire peur, je vais te contrôler beaucoup plus facilement. La stratégie du choc, telle que définie par Naomi Klein dans son excellent ouvrage et dans le documentaire. Si vous n'avez pas lu le livre et que vous n'avez pas le temps, je vous invite à voir le documentaire, La stratégie du choc, vous allez comprendre plein de choses. La sectarisation, je vais sectariser la société et en fait, je vais te faire rentrer sans que tu le saches dans une secte. Ça va marcher comme une secte, hein, si vous avez capté. Ce que certains appelaient les covidistes, en fait, ça marche vraiment comme une secte. On t'y fait rentrer, on coupe tes liens avec tes amis, tes proches, ta famille, et donc on va te faire adopter de nouveaux comportements, de nouvelles valeurs, comme dans une secte. Les techniques de désorientation, par exemple, la fiche d'auto-attestation à s'auto-autoriser à sortir. Tu te souviens? Ça a été mis au point par des psychologues. Ah oui. Ah bah oui, ah bah oui. Et ces psychologues, ça dépend des pays. Ces psychologues, c'est expliqué dans cet excellent petit ouvrage qui fait 50 pages, Barbara Stickler de la démocratie en pandémie. Il s'appelle la BVA Nudge Unit. On en reparlera après. C'est une unité de psychologie comportementale discrète pour modifier ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Ce sont des techniques notamment de désorientation et qui vont leur permettre de te faire poser des questions là où tu ne te posais pas de questions. Donc, on va déplacer la fenêtre d'Overton et on va t'isoler. Et enfin bref, c'est une suite et c'est une série de méthodes hallucinantes. Anomie et déprivation, conditionnement opérant, cheval de Troie, pied dans la porte, engagement, locus of control, concaténation, inversion accusatoire, double contrainte, psychose de Inversion paranoïaque accusatoire. artificielle. On sait, depuis les années 70, créer une psychose paranoïaque artificielle. Ça, on sait le faire. Et c'est ce qu'on a fait avec comment ça s'appelle? Les malades non malades, là. Asymptomatique. Les asymptomatiques. Ça, c'est une des méthodes qui va nous permettre de créer artificiellement une psychose paranoïaque de masse. Ça marche pour de vrai. Bah, comme il y a eu, si tu permets, Yann, comme il y a eu une psychose aussi des personnes qui n'ont pas accepté de se faire injecter et dont on disait qu'ils allaient faire mourir les autres parce qu'ils voulaient pas protéger les autres. C'est quand même quelque chose d'assez étrange, je trouve. Comme t'as pas pris comme tu t'es pas fait vacciner, tu risques, c'est ce qu'on disait, hein, vous risquez de faire mourir vos parents, vos grands-parents. Vaccinez-vous pour protéger les autres, alors que finalement, si on avait accepté l'injection, c'est pour sa propre personne, pour soi-même, non? Tout à fait. C'est un genre, d'une part, d'inversion accusatoire. D'autre part, on utilise la pensée magique. C'est-à-dire que je sais qu'à un moment, on accusait les non-vaccinés de contaminer les vaccinés, qui étaient censés être protégés par leur vaccin. Donc, Oui. ça n'avait de toute façon aucun sens logique, mais on va créer, comment dire, on va se servir de plusieurs concepts de base en psychologie sociale et on va créer artificiellement des groupes sur lesquels on va jeter l'anathème. Par exemple, les antivax. Ouais. Il y a 20 ans, les antivax n'existaient pas. Les gens qui refusaient de se faire vacciner ou de vacciner leurs enfants, on les appelait juste des gens qui refusent de se vacciner. C'est pas grave, tu vois. Il y a un terme qui est arrivé aussi, parce que on entend ça que depuis 2020, c'est les complotistes. Avant, on entendait très peu parler, on n'entendait jamais ce terme de complotiste. C'est vraiment arrivé avec cette période. Ce sont des termes qui ont été inventés. Comme par exemple, il y a quelques années avant ça, on a inventé les islamo-gauchistes. Ah oui. Ça n'existait pas avant. Ça n'existait pas.
Tu l'as entendu, toi, quand tu étais jeune? Moi, j'ai Ah jamais entendu. Donc, on va créer artificiellement des groupes en, on va inventer un mot et on va dire, toi, tu es un complotiste. Ah bon, ça existe? C'est nouveau? Non, non, toi, tu es un complotiste, il ne faut pas t'écouter. Donc, si tu gobes ça, hein, si tu gobes les nouveaux mots, c'est ce qu'on peut lire dans LTI, la langue du Troisième Reich, ce qu'on avait fait pendant la période nazie. On va inventer des nouveaux mots et on va essayer de te les faire adopter pour modifier ta façon de penser. Mmh. Donc, on va imaginer, on va créer des groupes sociaux imaginaires et on va jeter l'anathème dessus. On va se servir de ça pour créer sur ton cerveau une attaque cognitive. Si je te dis, ce que tu dis, Mike, c'est complètement complotiste. Ça veut dire que tu n'as pas le droit de penser comme ça. Ouais. Ça, c'est une norme. C'est-à-dire qu'on va utiliser les outils de normalisation. La normalisation, c'est un sujet qui a été très bien étudié depuis les années 70 en psychologie sociale. Et les principaux outils de normalisation pour normaliser ta façon de penser, c'est la télé, les médias de masse, l'école, la radio, etc. Et donc, on va t'empêcher de penser ce que tu voudrais penser. D'accord? Il n'y a pas de complot, tout est arrivé par hasard, tout le monde est sympa. Moi, je ne suis pas très vieux, je suis né dans 79. Mais dans les années 80, donc je n'étais pas très vieux, mais déjà, j'ai envie d'appeler ça les années Coluche, on savait que la plupart des ministres étaient, comment dire, des gens peu recommandables, étaient des corrompus, etc. Aujourd'hui, on n'a plus le droit de le dire. Ça n'existe plus. Mmh. Hein. Voilà. Donc, on va se servir de ce genre de mots pour créer artificiellement des groupes sociaux qui n'existent pas, en fait. Hein. Le groupe des antivax, c'est pas vrai, ça n'existe pas. Sur lesquels on va jeter l'anathème pour dire: ah, toi, tu es un méchant, on n'a pas le droit de penser comme toi. Et les bonnes personnes, c'est-à-dire si tu veux être un bon citoyen, on a tous envie quelque part d'être des bonnes personnes et des bons citoyens. Hein. Tu as envie d'être un bon papa, moi aussi. Oui. Mais donc, tu n'as pas le droit de penser ça. Et si ça marche, et bien souvent ça marche, hein, la normalisation, c'est quelque chose qui marche très bien, eh bien, ça va t'empêcher de penser à certaines choses. On va modifier ta façon de penser grâce à des effets de normalisation. Et OK? de plus, si je peux me permettre, comme le Oui. dit très bien si bien Tofani, dans les commentaires, division. Ça a créé énormément de divisions justement, tous Mmh. ces termes de langage. Bien sûr, diviser pour mieux régner. Ce genre de stratégies sont des stratégies très complexes. Si tu crois, si tu crois, et je dis bien croire, croyance, que tout ça, ça sort de la tête d'Emmanuel Macron, tu te plantes. Hein. Si tu veux, il peut être quelqu'un de très intelligent, mais il n'a pas les capacités, il n'a pas les connaissances pour Mmh. créer quelque chose d'aussi complexe. Il faut des équipes de professionnels, de spécialistes et d'experts. Mais ça, on va en parler après. On va voir jusqu'où on va tirer la petite ficelle. Tu vas voir que c'est assez sympa. Donc ça, c'est juste quelques exemples de méthodes de manipulation que moi j'ai relevées, des méthodes que j'ai appris à l'école. Hein. Oui. C'est des trucs que tu vois en cours. D'accord? Donc pour moi, c'est vraiment très cohérent. Et là, on va parler de quelque chose de particulier, c'est le nudge. Donc, ce dont je vous parlais, ce sont des méthodes de pardon, je reviens là-dessus. Ce sont des méthodes de manipulation dites classiques, qu'on connaît depuis les années 50, 60, 70, et cetera. Là, depuis, 2010-2015, il y a une nouvelle école de psychologie comportementale qui est apparue, qui s'appelle le nudge, le coup de pouce ou le coup de coude. C'est-à-dire que ce sont des petites techniques qui vont t'aider à adopter le bon comportement. D'accord? Je ne vais pas contraindre ton comportement. Je vais utiliser des méthodes discrètes pour modifier ton comportement sans que tu t'en rendes compte. Et c'est ça qui est très puissant dans le nudge, c'est que c'est discret, ça coûte pas cher et c'est très efficace. Ouais. Donc ça, c'est la troisième partie du livre. On parle, c'est une introduction au nudge. Qu'est-ce que c'est que ça? Alors, je vous lis le petit paragraphe que j'ai mis là. Détaillé dans le livre de Richard Thaler, Nudge, la méthode douce pour inspirer la bonne décision.
Le nudging est défini par l'économiste comme un coup de coude vertueux. C'est un coup de coude, c'est-à-dire je te pousse du coude. Il consiste à changer quelques éléments de l'environnement du décideur pour le pousser à mieux agir, bien trier ses déchets, être plus prudent, agir pour le bien de la planète. Mais ça pourrait être autre chose. Popularisé par l'ancien président des États-Unis Barack Obama ou plus récemment déployé par le gouvernement français pendant la crise de Covid-19, la communication nudge est depuis quelques années au cœur de nombreuses campagnes marketing. Le mantra est clair, inciter sans contraindre. Maintenant, je vais te dire, si tu fais ça, tu es un bon citoyen, alors tu auras envie de le faire. Bah ouais, ouais. Normal, normal. Et il y a plein d'effets de nudge. Le nudge, c'est basé sur ce qu'on appelle les biais cognitifs. Alors, c'est quoi un biais cognitif? Cognitif, ça veut dire la façon dont tu réfléchis, dont ton cerveau fonctionne au niveau de la réflexion. Mais, contrairement à ce que croyait Voltaire, on n'est pas si malin que ça, hein. On a plein de défauts dans notre cerveau. On a des angles morts. Comme quand tu fais un créneau, si tu regardes que dans tes rétros, bam! Ah mince, j'ai écrasé le chat. Dommage. Pourquoi? Parce que tu as des angles morts dans ton cerveau, il y en a plein. Sauf que, comme nous sommes des êtres humains, donc on a une pensée qui est limitée en puissance, on n'est pas parfait, eh bien, le nudge va se servir de ces biais dits cognitifs pour modifier ton comportement sans que tu t'en rends compte. Alors là, j'ai collé deux petites étiquettes. En haut à gauche, BVA Nudge Consulting. Donc ça, c'est une entreprise de nudge qui travaille avec le gouvernement français depuis une semaine avant le premier confinement. Ils ont été contractés une semaine avant le premier confinement. C'est, je le rappelle, très bien expliqué là-dedans. Excuse-moi, je fais le point. Voilà, Barbara Stiegler de la démocratie en pandémie. Je vous invite à le lire, hein. C'est tout petit, ça coûte vraiment pas cher et c'est lu très vite. Et en bas, BVA Nudge Consulting. Ah ben, il faut que je traduise. Et tu as un cabinet de consultants au niveau global qui applique le meilleur des sciences du comportement pour aider les organisations et les humains à être en bonne santé, être heureux et être vert, c'est-à-dire écolo. Écolo. Ouais. Voilà. Mais en vrai, je peux te nudger à n'importe quoi. Peu importe. Là où ça marche très bien, c'est pour être positif. C'est-à-dire que le nudge se fonde beaucoup sur ce qu'on appelle le bénéfice secondaire. Alors, qu'est-ce que c'est que ça, le bénéfice secondaire? Le bénéfice secondaire, c'est ce que tu gagnes quand tu ne gagnes rien. Par exemple, est-ce que tu peux me passer ce verre d'eau, s'il te plaît? Ah, merci, t'es gentil, c'est sympa. T'as rien gagné, je t'ai pas filé 1 euro. Mais ça va t'inciter à être un bon citoyen, par exemple. Là, je reprends une affiche que j'ai dans le livre. Soyons solidaires de ceux que le vaccin ne protège pas. Donc, être solidaire, tu as envie d'être solidaire. Si je te dis qu'on a un gros problème, il faut être solidaire. Ah bah, tu es un bon citoyen, c'est un bénéfice secondaire. D'accord? Donc, les félicitations, les remerciements, la solidarité, être responsable, mais également nous aurons appris, nous serons plus forts. Bref, on flatte ton ego si tu fais ce qu'il faut, sans aucune contrepartie réelle. On a vu le maire de New York qui offrait un cheeseburger et des frites à qui se faisait injecter. Ça, c'est un bénéfice primaire. On te donne quelque chose. Mais le bénéfice secondaire est beaucoup plus puissant. D'ailleurs, probablement qu'en tant que parent, de temps en temps, vous vous en servez juste comme ça sur vos enfants. Ah, tu as bien travaillé, tu as bien fait tes devoirs, bravo, je suis fier de toi. Eh bien, c'est très bien. Tu félicites ton enfant, ça lui donne envie de recommencer. Si tu le félicites pour des mauvaises actions, alors il va recommencer ses mauvaises actions. Donc, le bénéfice secondaire, c'est pas forcément tout le temps négatif. Si tu pousses ton enfant à faire les bonnes choses, moi je te dis bravo, hein, sans avoir à le taper, sans avoir à le punir, tu vas le féliciter quand il fait quelque chose de bien, il aura envie de recommencer. Et pour toi et pour moi, c'est pareil. Et donc, le gouvernement s'est beaucoup servi de ça. Alors, pourquoi je parle de BVA Nudge Consulting? Parce qu'ils ont été en première ligne pour modifier le comportement des citoyens et gérer la pandémie, gérer les confinements, gérer les couvre-feux. C'était ça leur boulot. C'est pour ça qu'ils ont été contractés par le gouvernement français. Okay. Et il y a plein d'autres, il y a plein d'effets de nudge. Par exemple, je vais vous en sortir quelques-uns. Le biais de statu quo ou de choix par défaut. Nous, on n'aime pas le changement. Les humains, on n'aime pas le changement. Donc, on va te faire croire que le mieux, c'est de ne pas changer. Le biais de preuve sociale. Si on te dit, oui, mais écoute, Mike,
il y a déjà 51% des Français qui ont accepté de se faire injecter. Il va falloir que tu fasses comme les autres. Et là, tu te dis, oh merde, c'est con, je devrais faire comme les autres. C'est un nudge. Et ça a beaucoup été utilisé puisqu'on a parlé jusqu'à 85-90% de la population française qui se serait fait injecter. Bien sûr. Qui se On serait, l'a tu beaucoup sais, comme tu dis, entendu parce que sur les plateaux télé. Hein. ce sont des chiffres, et ça, on te le répète en boucle. Pourquoi? Parce que c'est un nudge. D'accord? En parlant de plateau télé, quand tu vois un médecin de plateau télé arriver avec sa blouse blanche sur un plateau télé, c'est pas parce qu'il va réaliser une opération à cœur ouvert. C'est pas parce qu'il va sauver la vie de quelqu'un sur le plateau. Non, c'est pas vrai. Pourquoi est-ce qu'il a une blouse? Parce que c'est un effet psychologique. Ça s'appelle le locus of control. D'accord? Alors là, voilà, il a sa blouse, il a beaucoup plus de crédibilité. Là, si j'avais mis un costard ou une blouse blanche ou quoi que ce soit, bien sûr, j'aurais plus de crédibilité. Voilà, c'est un effet qu'on connaît très bien depuis les années 70. Le biais de perte-aversion, par exemple. Si on te dit, faites-vous injecter, c'est une question de vie ou de mort. Là, pourquoi? Parce que l'être humain est plus sensible en général aux pertes qu'aux gains. Si je te dis, tiens, si tu joues à ça, tu peux gagner 10 balles, mais si je te dis, tiens, si tu joues à ça, tu vas probablement perdre 10 euros, tu n'auras pas envie de jouer. Oui. Ben, c'est souvent comme ça. Oui. Le biais de régularité et répétition. Si tu te souviens, que ce soit au supermarché, dans ton bureau de tabac, dans la rue, sur les abribus, au boucher, au charcutier, de partout, tout le temps, à la radio, à la télé, on te répète la même chose tout le temps. Ça, c'est un nudge. Tu vois, ce sont des méthodes de psychologie élaborées en laboratoire. Et il y en a comme ça plein. Le biais de gamification, le challenge, allez, challenge à l'école, challenge des protocoles sanitaires. Allez, vous allez voir, on va jouer au protocole sanitaire, ça va être sympa. Parce que c'est un jeu. Des fois, en entreprise, on utilise ça. On te fait un petit jeu. Il y a eu ça, on a entendu parler dans certaines écoles où il y avait des bons points. Si les élèves faisaient bien les choses, ils avaient des bons points. Et après, quand ils avaient des bons points, ils pouvaient aller respirer à l'extérieur sans masque. Tout à fait. Là, j'ai cette affiche, on ne la voit pas bien, mais c'est les 3 défis pour combattre le Covid-19 à l'école. Alors, est-ce que tu es capable de garder tes distances? Est-ce que tu es capable de te laver les mains? Est-ce que tu es capable de mettre un masque? Tu vois, ça devient un jeu. Est-ce que tu veux bien? Est-ce que tu peux nous le remontrer? Je pense que l'image sera assez mauvaise. Hein, on ne va pas bien voir. Mais bon, 3 défis pour combattre le Covid-19 à l'école. Et tout le monde est content de jouer au jeu. Et à la fin, alors ici, les enfants qui ont réussi le défi ont des costumes de super-héros. Ah, bravo, c'est super. Ouais. Ça, c'est beaucoup plus efficace que la contrainte ou de crier ou de mettre des punitions. Hein, et d'ailleurs, on utilise ce genre de choses en entreprise des fois. On te dit, allez, c'est le challenge des 10 000. Si ce mois-ci, vous vendez 10 000 téléphones, vous gagnez un truc de merde. On s'en fout de ce que tu gagnes. Non, mais voilà, ça n'a aucun intérêt. Ce qui est intéressant, c'est le jeu dans lequel je te fais rentrer, qui va mettre une dynamique positive dans l'entreprise. Pourquoi pas? Ça peut être positif pour une entreprise, si tu n'es pas obligé de faire des saloperies. Tu peux tout à fait augmenter la mobilisation de tes salariés en restant relativement correct et en n'exigeant pas des volumes de travail qui mènent au burn-out. Oui. Ça peut être sympa de fois de temps en temps de faire un petit challenge. Ça peut être bénéfique aussi. Il ne faut pas avoir soit tout blanc, soit tout noir. Ça peut être aussi une forme de motivation. Voilà, à partir du moment où c'est fait dans le bon sens, quoi. Voilà, de façon déontologique et éthique. Hein. Des fois, de se challenger soi-même. Par exemple, tu fais du sport. Allez, je me fais le challenge des 100 pompes. Aujourd'hui, je fais 100 pompes. C'est dur, mais comme tu es motivé par ton challenge avec ton pote, vous tirez un peu la bourre, et ben ça permet de faire du sport, par exemple, de se donner mieux. Mais ça peut être extrêmement vicieux, comme on disait tout à l'heure. La psychologie est un outil, c'est comme un marteau. Je peux m'en servir pour t'aider à construire ta maison, pour te casser la gueule avec. Voilà, c'est toujours pareil. Le biais d'ancrage. Puis il y en a d'autres. Hein. Bon, là, je ne vais pas toutes les citer. Et donc, là, voilà, c'est la petite partie sur le nudge. Et là, par exemple, je vous ai sorti le biais de conformité. Là, j'ai pris ça la semaine dernière sur le site de La Poste. Là, alors, 2 jolies filles en train de compulser leur smartphone. On ne sait pas ce qu'elles font là. On se demande qu'est-ce qu'elles font là. Je ne sais pas. Je vous lis l'identité numérique, La Poste, le réflexe de connexion déjà adopté par 7 millions de personnes.
Tu vois, biais de conformité. Ouais, ouais, 7 ouais. millions de personnes, tu as l'impression que ça fait beaucoup. Mais en fait, c'est faux. C'est même pas 10% de la population. Ouais, Si ouais. je te mets l'identité numérique, blablabla, le réflexe qui a été adopté par moins de 10% de la population. Tu vas te dire, bah, c'est nul, je vais pas le faire. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Si je te mets 7 millions de personnes, tu vas te dire, ah, attends, c'est super quand même. Ouais, ouais. Tu vois, ça, c'est un nudge, le biais de conformité. Des nudges, il y en a des quantités pas possibles. Hein. Peut-être, je sais pas, 50, 100. C'est devenu une branche de la psychologie qui marche très fort en ce moment. Hein. Ça marche très fort. Il y a du fric qui passe là-dedans. Hein. Ouais. Donc, ça, c'est juste un exemple pour dire que ces méthodes de manipulation que moi je décris là, en fait, elles ne sont pas utilisées uniquement pour le Covid. Depuis, elles sont utilisées et réutilisées et encore à toutes les sauces. Hmm. Pour la guerre en Ukraine, pour l'identité numérique, demain pour un monde sans argent physique. Ouais. Et en fait, ces méthodes, tu peux les réutiliser à l'infini. Et c'est pour ça que moi, j'ai décidé d'écrire ce tout petit bouquin. C'est pour que mes concitoyens, toi, moi, ton voisin, n'importe qui, se vaccinent le cerveau contre ces méthodes. Hmm. Une fois que tu connais ces méthodes, c'est beaucoup plus difficile de te faire tomber dedans. Parce que tu as des mécanismes de protection de ton cerveau, des mécanismes de défense conscientes et inconscientes qui vont faire tilt. Et des fois, même si tu passes à côté, tu vas te dire, ah, ça sent mauvais, il y a un truc louche. Ça, c'est un mécanisme de défense inconscient qui te dit, alerte, mon gars, réveille-toi, il y a peut-être un truc qui ne va pas. Hmm. Ça, c'est un mécanisme de défense inconscient. C'est important de faire confiance de temps en temps à son instinct, surtout quand on a des enfants. C'est à nous de protéger nos enfants. OK? Donc, je vais passer un petit peu à la suite. On va parler d'opérations psychologiques. Qu'est-ce que c'est que cette bête? Là, vous voyez une photo du FM 33.1. C'est le Psychological Operation US Army Doctrine. C'est le manuel des opérations psychologiques de l'armée américaine de 1971. Donc, c'est daté. Ça a 50 ans. Hein, moi, je ne connaissais pas. J'avais 50 ans de retard. La honte sur moi, mais bon, on fait ce qu'on peut. Donc, définition d'une opération psychologique sortie du manuel. Je vous la fais en français à la volée. Toute forme de communication en support d'objectifs qui ont été fabriqués pour influencer les opinions, les émotions, les attitudes ou le comportement de quelque groupe social dans le but de bénéficier à un sponsor, donc un donneur d'ordre, de façon directe ou indirecte. Département de la Défense, US Army Field, etc., 1971. Est-ce que moi, ce que j'appelle l'opération psychologique Covid-19, mais est-ce que la période pandémique, ça ne correspondrait pas à cette définition? Par exemple, est-ce qu'on a essayé d'influencer tes opinions, tes émotions, tes attitudes ou ton comportement? Tout en même temps. Tout en même temps. Même temps. Est-ce que ça a bénéficié à un donneur d'ordre ou à un sponsor tel qu'un grand groupe médical, par exemple? Pharmaceutique, oui. Pharmaceutique, par exemple. Hein. Donc, pour moi, cette définition colle parfaitement à ce que j'appelle l'opération psychologique Covid-19. Je ne dis pas que le virus n'a jamais existé. Hein. C'est pas ce que je dis. Certains le disent et c'est difficile d'expliquer qu'ils ont tort. Hein. Là, je pense à Pierre Chaillot, par exemple, qui, à grand renfort de statistiques, t'explique que en fait, il n'y a pas eu tant de morts que ça, hein, voire même pas plus que d'habitude. Désolé, Voilà. Yann, on va pas polémiquer là-dessus, mais nous, Non, on est plutôt du genre à croire que c'est surtout un gros mensonge plus qu'autre chose. Voilà, moi je parle pas de virus, il a existé, il n'a pas existé, oui, non, peut-être. C'est pas mon problème. Moi, mon problème, c'est l'opération psychologique. Voilà, je dis pas qu'il a existé, je dis pas qu'il n'a pas existé, c'est pas mon problème. On fait juste de la psychologie ce soir, d'accord? Si ça te va. Voilà. Ah oui, bien sûr. C'était juste pour dire qu'il y a plusieurs avis, c'est pas mon problème. Voilà, j'essaie de rester professionnel. Après tout, je fais juste mon travail. Voilà. Et tu le fais bien. Donc, qui a lancé ces opérations psychologiques? Alors, en France, on a parlé de BVA Nudge Unit, qui a été contracté une semaine avant le premier confinement, comme par hasard, pour manager tous les confinements, les couvre-feux, les restrictions de liberté. En Australie, on a le BETA, le Behavioral Economics Team. Aux USA, entre autres, il y en a plusieurs, hein, le BIG, le Behavioral Insight Group de l'université d'Harvard.
En Angleterre, le BIT, là pour rappel, le BIT, le Behavioral Insight Team, travaille aussi aujourd'hui à Paris avec le gouvernement, avec la direction interministérielle de la transformation publique. Hein. La direction interministérielle de la transformation publique travaille de concert avec un groupe de psychologues anglais afin de modifier ton comportement, mon ami. Au Canada, c'était le BIRD. En Allemagne, le Behavior Germany. En Italie, R2 Department of Behavioral Policy. Aux Pays-Bas, le BIN. En Autriche, Insight Austria. En Pologne, le Strategy Unit and Behavioral Economics Unit. Et il y en a des quantités pas possibles. Dans quasiment tous Mais en les fait, chaque gouvernements, pays, ouais, voilà. a son unité de psychologie comportementale afin de t'aider à adopter le bon comportement. Hein. Donc, moi, je trouve ça extrêmement grave. Tout à l'heure, tu parlais de est-ce qu'on ne pourrait pas utiliser la psychologie à des fins négatives? Moi, je pense que là, on commence à répondre à cette question. Et je crois qu'on arrive bientôt à la fin du diaporama. Ah, je t'ai rajouté un petit bonus. Ah, Je voulais juste évoquer ça juste en passant, les villes de 15 minutes. Mais je vais revenir dessus après, je vous prie de m'excuser. Là, c'est de la carte mondiale qui est disponible sur le site de l'OCDE, des unités de modification comportementale associées à des gouvernements, donc, et dont certaines ont beaucoup travaillé avec pendant le Covid. Là, on voit qu'en Europe, c'est farci. D'accord. Et notamment en Belgique, tu vois, ils ont des grosses pastilles, ça veut dire dedans, il y en a plein. Ce sont donc des unités de modification comportementale. Il y en a, et si tu vas sur le site, je vais vous mettre le lien juste après là, si vous allez sur le site, vous allez vous rendre compte qu'elles sont souvent proches des lieux de décision, des lieux gouvernementaux, ou alors que ce soit en Europe, près de la Commission européenne, et aux États-Unis, près de Washington. D'accord, c'est là qu'il y a les grosses pastilles. Tu remarqueras qu'en Australie, là-bas, ils sont bien, bien farcis aussi. ah ouais, énorme. Nouvelle-Zélande, pas beaucoup en Afrique, mais quand même en Amérique du Sud, dans certains gros pays, Oui. et en Europe, là, d'où on est. Il y en a partout. Voilà. Et ça, ce sont des unités de nudge, et en gros, qui vont utiliser des méthodes de modification comportementale qui sont quasiment invisibles. Donc, c'est pour ça que moi, je vous invite à vous renseigner là-dessus, sur le nudge, comment ça marche, comprendre le principe de base, et déjà, tu vas beaucoup moins te faire avoir. Et c'est comme ça qu'il nous emmène vers la société de demain, en modifiant ton comportement. Donc là, je vais revenir juste avant sur le lien. Donc là, c'est sur le site de l'OCDE, oecd-opsi.org, BI Units. BI Units, BI Units, Behavioral Insight. C'est comme ça qu'ils appellent le nudge, en gros, les unités de nudge, c'est le Behavioral Insight. Les petits, je sais pas, c'est un mot commercial, quoi. Voilà. Et là, je vais revenir donc juste avant. Excuse-moi, le diaporama n'était peut-être pas très bien fait. Juste pour parler, vous expliquer que ces méthodes sont également utilisées pour autre chose. Par exemple, les villes de 15 minutes. D'accord? On sait que les villes de 15 minutes, c'est un des objectifs de l'agenda 2030. D'accord? Oui. Les ZFE, ce sont des prototypes de villes de 15 minutes. Si je t'enlève ta voiture, tu ne pourras pas marcher 4 heures pour aller au boulot matin et revenir 4 heures le soir. Ce n'est pas possible. Donc, tu vas nécessairement arriver petit à petit à des villes de 15 minutes, hein, comme Paris is planning to become a 15-minute city. D'accord? En bas à droite, c'est quoi cette photo? C'est la photo de la ville de Potosi. Potosi, c'est une ville en Bolivie qui est derrière, on voit la montagne, le Cerro Potosi, le mont Potosi. C'était la plus grande mine d'or et d'argent à ciel ouvert à l'époque. Hein, la Bolivie, je crois que c'était au 14e ou 15e siècle, c'était le pays le plus riche du monde. Sauf qu'ils se sont fait coloniser. Et comment on a fait pour esclavagiser la population et les obliger à aller travailler 20 heures par jour à la mine sans sortir pendant 6 mois? C'était la MITA, ça s'appelait. C'était le service obligatoire à la mine. Beaucoup de gens, bien sûr, mouraient, très peu en ressortaient vivants, et ceux qui sortaient étaient aveugles. On a sectorisé la ville,
on l'a découpée en petits quartiers et chaque quartier avait son église. C'était la Ouais. proto-ville de 15 minutes. Voilà. C'est à ça que ça sert, la ville de 15 minutes. La ville de 15 minutes, c'est un très vieux modèle qui remonte à la Bolivie du XIVe siècle. D'accord? C'est un modèle colonial qui permet de mieux contrôler les esclaves. C'est ça, la ville de 15 minutes. Mais grâce au nudge, grâce au storytelling, on va te dire que c'est super parce que c'est pour que tu respires mieux, pour ta santé, c'est génial, c'est vert. D'accord? Je suis Ouais. pas un utilisateur de voiture inconditionnée, hein. Moi, j'aime pas respirer les pots d'échappement, clairement. Mais le fait qu'on t'enlève ta voiture, c'est qu'on va te mettre dans une situation où tu ne pourras plus t'enfuir. Alors que ce qu'il faudrait tout simplement faire, c'est améliorer les transports urbains, les tramways, etc. Pour Bien sûr. rappel, aux États-Unis, dans les années à partir de 1910, les grands constructeurs automobiles et les grands de la vente de pétrole à l'époque ont racheté toutes les sociétés de tramway, non pas pour faire du bénéfice, mais pour les démanteler. Hein. Pourquoi? Pour vendre des voitures. Ouais. Oui. C'est comme ça que c'est une des façons dont la voiture a pris son essor en ville. Et là, maintenant, on te dit ah non, finalement, c'est pas bien, on va te prendre ta voiture. Ah, 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 ah. Quel cynisme. Donc voilà, c'était juste pour montrer que oui, on peut utiliser le nudge dans d'autres circonstances, dans d'autres contextes, pour réduire ta liberté, pour réduire ton pouvoir personnel. Ton pouvoir personnel, c'est ta liberté. C'est ça, liberté. C'est ton pouvoir de sortir sans auto-autorisation. C'est ton pouvoir d'aller au travail. On nous a dit qu'on nous enlevait notre liberté. On nous enlève notre pouvoir. C'est ça qu'on nous enlève. La liberté est une forme de pouvoir. Ok. Donc voilà, moi en gros, c'est le diapo que je voulais vous mettre. Je ne sais pas si j'ai mis une autre diapo derrière. Donc voilà, c'est juste les remerciements. Vous pouvez trouver le petit guide sur le site, là, le-guide.fr, avec le numéro ISBN ici, et la suite de mes interventions, mes conférences sur le Linktree. Oui, et Et bravo, en même temps, puisque je vois le logo, bravo au collectif de parents en colère qui font aussi un gros travail également de leur côté. bah, je voulais les remercier parce qu'ils me soutiennent et je les soutiens. Et parce que, d'autre part, la colère est une émotion normale. C'est pas une émotion négative. Quand on s'en prend à ton enfant, c'est normal d'être en colère. Même c'est une bonne chose. Parce que personne d'autre se mettra en colère pour ton enfant à part toi. Tu vois. La colère, ça rend pas très malin, mais c'est une émotion normale de défense du foyer. Quand tu aimes tes enfants, c'est normal que ça te mette en colère. Voilà. Ça, c'était pour la petite diapo. Si tu as des questions ou si tu veux qu'on continue à discuter, moi, ça me ferait en tout cas très plaisir. Eh bien, moi, j'ai envie de te poser une question par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, de cette psychologie manipulatrice hein, des comportements de masse, puisque c'est vraiment en plus à l'échelle mondiale que ça s'est passé. Est-ce À qu'on peut l'échelle dire mondiale. que finalement que c'est de l'ingénierie sociale? Alors pour moi, oui. Mais ça dépend quelle est ta définition de l'ingénierie sociale. Pour moi, l'ingénierie sociale, l'ingénierie, ça veut dire quoi? Ça veut dire mettre quelque chose au point. Par exemple, un moteur de voiture. Par exemple, un vélo. Par exemple, pourquoi pas une nouvelle recette de cuisine. L'ingénierie sociale, c'est quoi? C'est créer une société comme tu crées une voiture. Moi, je distingue les pièces d'ingénierie sociale des mouvements d'ingénierie sociale. Par exemple, la CAF est une pièce d'ingénierie sociale. Avant, ça n'existait pas, maintenant, ça existe. Ça a une fonction, ça sert à quelque chose. La Sécu, c'est de l'ingénierie sociale. L'école pour tous, c'est de l'ingénierie sociale. Maintenant, quand tu modifies par le haut, donc par le pouvoir, la façon dont fonctionne l'hôpital, qui est une pièce d'ingénierie sociale. Avant, ça n'existait pas, l'hôpital public. Ça a été créé, et moi, je trouve ça plutôt chouette. Hein, j'avoue, j'apprécie qu'il y ait des hôpitaux publics en France. Mais si je change un tout petit truc dans l'hôpital, une toute petite, par exemple, comment est-ce qu'on compte les malades? Comment on va soigner les gens? Alors là, je change tout le fonctionnement de cette pièce d'ingénierie sociale et je lui donne une autre fonction. Pour moi, le Covid, c'était de l'ingénierie sociale. Et là, en ce moment, on est dans un grand mouvement d'ingénierie sociale. Les ZFE, c'est de l'ingénierie sociale. On va modifier le fonctionnement de la société. Voilà.
pour moi, c'est tout à fait un grand mouvement d'ingénierie sociale. Oui, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. D'accord. Et justement, par rapport à tout ce que tu as montré, toutes ces tortures, tout ce que nos enfants ont subi, là, je vais commencer à arriver sur les enfants et endosser mon costume de parent et de protecteur, hein, puisque les parents, on est là pour protéger nos enfants. Oui. Mais par rapport à tous les dégâts que ça a créé psychologiquement sur nos enfants, comment tu vois cette annonce qui nous dit 2025, c'est l'année de la santé mentale? Ben, c'est le coup du pompier pyromane. Si tu veux, c'est beaucoup d'actions d'ingénierie sociale du gouvernement qui détruisent, qui massacrent la santé mentale des Français et notamment de nos enfants. Et là, on va te dire ah, bah attends, c'est important quand même. Alors, j'ai plusieurs questions. Si c'est si important, pourquoi est-ce qu'il y a seulement, je sais plus, 8 ou 10 consultations chez un psychologue clinicien qui sont remboursées? Si c'est si important que Mmh. ça. Mmh. Si c'est important, on rembourse et c'est tout. Hein, je veux dire, bon, c'est pas grave. D'une part. D'autre part, c'est ceux qui nous détruisent notre santé mentale, hein, qui nous poussent au suicide, qui, depuis le Covid, la quantité d'antidépresseurs et d'anxiolytiques consommés par les Français a explosé. Et ça fait aussi de l'argent pour certaines personnes. Donc oui, c'est bien sûr, on se fout complètement de ta gueule. Je le dirais comme ça. D'autant plus avec Et on s'écoute. la loi euthanasie qui en plus s'est Oui. passée, hein, Ah dernièrement. oui, Je c'est vrai. pense que ça va de pair. Alors, hem comment ça marche pour moi? Ça, c'est ma façon de voir. Moi, Oui, je oui. parle en mon nom propre, mais au nom de personne. On va détruire ta santé mentale, on va te rendre dépressif, suicidaire et quand tu es au fond du seau, on va te dire: «Ah mais attends, je vais t'aider à mourir maintenant», tu vois? Et quand tu vas aller te faire euthanasier, qu'est-ce qui va se passer? Ça va rentrer 10 000 balles dans la caisse. C'est à peu près ce que ça vaut, hein, une euthanasie, à peu près 10 000 balles. Derrière, qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va falloir des professionnels formés pour l'euthanasie. Donc, il va falloir des centres de formation, il va falloir des industriels, il va y avoir toute une industrie du suicide qui va se mettre en marche. Et pour fournir cette industrie, il faut des clients. Et dans une société où les gens vont bien, bah, il y aura pas beaucoup de suicides, bien sûr. Là, on sait qu'il y a à peu près, chaque année, je ne sais plus exactement le chiffre, entre 10 et 15 000 personnes qui se suicident du chômage. Mmh. Tu vois? Donc, si je vends toutes les entreprises aux États-Unis, en Europe de l'Est, en Chine, et que je fais de plus en plus de chômage, j'aurai de plus en plus de suicidés. Et donc, ça va rentrer du fric. D'accord? Mais au lieu de mettre 10 000 balles dans un suicide, peut-être qu'on peut mettre 1 000 euros, je sais pas, chez un psy, par exemple. C'est pas pour faire mon commerce, hein, moi, je suis pas clinicien, donc c'est pas mon travail. Mais on te pousse au suicide, et une fois que tu y es, eh ben, on va t'aider un peu plus. D'accord? Ce qu'on a fait pendant le Covid-19, notamment avec les étudiants, en les enfermant dans une pièce de 9 mètres carrés, sans aucun contact, masqués, torturés, etc., c'est que tout simplement, on a utilisé ce qu'on appelle la déprivation. Le premier livre de sociologie date de, enfin, considéré comme premier livre de sociologie, c'est Émile Durkheim, 1901, Le suicide. 1901. On sait que le premier facteur, depuis cette époque, on sait que le premier facteur du suicide, c'est l'anomie sociale. C'est-à-dire, plus que ce que tu as mangé ou ce qui s'est passé dans ton travail, etc., c'est la qualité de ton soutien social et du tissu social qui t'entoure. Mmh. Notamment ta famille, tes amis, tes copains, tes voisins, tes collègues. Si je t'enlève tout ça, je te les prends, alors tu seras dans les meilleures conditions pour te suicider. Mais je t'ai pas poussé au suicide. Je t'ai juste amené au bord de la falaise avec une bouteille de whisky et un fusil chargé. Et je t'ai dit: «Allez, salut, bonne soirée!» Voilà, c'est ça que fait le gouvernement, d'accord? J'aime C'est beaucoup tes extrêmement images. grave. Ah bah, ouais, je suis quelqu'un d'assez visuel. Voilà. Alors, je voudrais continuer sur justement, quand on parle des enfants, du niveau scolaire. Est-ce qu'on peut vraiment penser, comme le dit monsieur, Brigelli, la fabrique de crétins? Mmh. On a vraiment l'impression que c'est un objectif parce que, quelque part, si les futurs parents, bah, ont moins de connaissances, ils savent moins se défendre à l'avenir contre cette société et alors ça, c'est mon point de vue personnel, heu
j'ai compris, moi, depuis cette période, depuis cette pandémie, que avant, je me disais qu'ils n'étaient pas là pour notre bien, mais aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression qu'ils veulent nous faire du mal. Et est-ce que c'est pas volontaire, justement? Est-ce que c'est pas de la manipulation envers les enfants? Est-ce que c'est pas de l'ingénierie sociale de changer la méthode d'apprentissage des enfants pour plus qu'à l'avenir, ils puissent se révolter ou se défendre? Alors, Est-ce qu'on peut voir ça comme ça? Ton point de question, vue à toi? question complexe, pas facile d'y répondre en 2 coups de cuillère à peau. Pour moi, l'éducation nationale, c'est une pièce d'ingénierie sociale. Avant, ça n'existait pas. On a décidé de le créer. C'est de l'ingénierie. Voilà, boum, c'est là. Je pense qu'il faut remonter à la création de l'éducation nationale et savoir qui l'a créée, comment, pourquoi, dans quel but et surtout dans quel but. C'est ça la question qu'il faut se poser. Le pourquoi, c'est très important, mais le dans quel but, c'est vraiment la question la plus importante. Donc, Alors, le but à la base, c'est de donner l'éducation aux enfants pour qu'ils apprennent à se défendre des lois injustes que la non, société peut faux, créer. faux. Pardon, je suis désolé de dire ça, je n'aime pas dire ce mot, mais c'est faux. L'éducation nationale, un des pères fondateurs de l'éducation nationale, bien sûr, c'est Jules Ferry. Hein, tout le monde Mm. connaît Jules Ferry. Alors, qui est Jules Ferry? Hein, Jules Ferry est un ancien maire de Paris pendant les événements de la Commune de Paris, 1870-1871. Je crois que c'est ça. Hein. C'était le genre de mec qui était debout sur le toit d'hôtel de ville à tirer à balles réelles sur les Parisiens. C'était pas un tendre. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la Commune de Paris? Ça a duré à peu près 3 mois. Pour faire très simple, pendant une période de guerre, les Parisiens se sont révoltés et le roi n'a pas pu revenir avec sa troupe. Et en gros, les Parisiens ont pris le contrôle de Paris. Voilà. Ville autonome pendant 3 mois. Il y a eu d'autres communes, hein, la commune de Marseille et bien d'autres. Mais là, je parle juste de la commune de Paris. Jules Ferry, il était là, il a vu ce qui s'est passé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les citoyens se sont pris en main. Il y avait du boulot, il fallait défendre la ville. Bref, ils étaient assiégés. C'était un taf énorme. Ils ont dû s'organiser et ils ont dû garder leurs enfants. Il faut s'occuper des gosses. Comment on fait? Donc, ils ont créé des écoles libres. Et Jules Ferry, il a vu ça. Et il s'est dit quoi? Il s'est dit, alors, ce qu'il faut surtout pas faire, c'est qu'on les laisse apprendre à penser par eux-mêmes. C'est Mm. nous qui allons leur apprendre comment penser. C'est ça pour moi l'éducation nationale. C'est pour ça que l'éducation nationale est un très gros outil de normalisation. Hein, c'est pour te faire rentrer des normes. C'est à l'école qu'on va te faire apprendre que la France est une démocratie, alors que c'est faux, c'est pas une démocratie, c'est une république, c'est marqué dessus. D'accord? Et on te fait croire que république et démocratie, c'est la même chose. C'est faux. Euh, L'éducation nationale, ça sert à éduquer et pas forcément à enseigner. Ce n'est pas la même chose. On joue sur les mots et on va faire rentrer des normes, des concepts à tes enfants. Et je ne dis pas ça pour tirer sur les professeurs. Hein. La plupart des profs sont des gens vraiment très dévoués, qui Mm. se sortent les pouces et qui bossent dur, certains sont vraiment pas payés assez. Je veux dire, prof débutant à Paris, tu peux même pas te loger. En gros, tu es prof SDF, quoi. Je veux dire, faut vraiment avoir envie de faire ce métier. Et c'est très honorable. Le truc, c'est que l'éducation nationale, ce n'est pas fait pour élever ton esprit ou t'aider à te défendre contre des lois injustes. Alors, je vais te poser une question à toi, Mike, hein, juste Mm. pour dire, nous, on ne se connaît pas, on s'est eu 2 fois au téléphone. Bon, je t'aime bien, mais on n'est pas amis, on n'est pas potes, on se verra peut-être jamais. J'aimerais bien qu'on se boive une bière ensemble un jour, mais on ne sait pas. Euh, Combien de fois est-ce qu'on t'a, à l'école, demandé d'obéir et combien de fois on t'a demandé de désobéir à un ordre injuste? Ah bah, on m'a tout le temps dit d'obéir à ce qui se disait. En Mhm. plus, nous, on est quand même d'une génération, parce que je suis pas loin de la même année que toi, où c'est le Ah, je professeur qui pense. avait toujours raison. Oui, Même s'il avait tort, c'était quand même lui qui avait raison. ouais. Et en aucun cas, on m'a dit de faire, de Combien faire de fois Combien de fois tu as eu une bonne note parce que tu as désobéi à un ordre injuste? à jamais, jamais. 0 fois? Ah mince alors! Oh zut! Je sais pas si tu te souviens, tu as entendu sûrement parler de l'expérience de 1000 grammes. Oui, tout à fait. Voilà. Pour juste la refaire très courte, l'expérience de 1000 grammes, c'est on met le sujet de l'expérience devant un potard électrique, il doit filer des électrochocs à un mec qui ne voit pas et qui est un acteur. C'est des faux électrochocs. Et derrière lui, il y a un gars en blouse blanche
hein, qui ressemble étrangement à un médecin de plateau télé, qui va lui dire: «Vas-y, électrochoc, électrochoc», et le mec va dire: «Non, mais attends, il crie, il veut arrêter, il faut qu'on arrête. En plus, c'est dangereux, il pourrait mourir», et on le soumet, le sujet se soumet à la volonté de l'expérimentateur. Alors, question: si tu prends une personne, que tu l'enseignes à l'école depuis l'âge de 3 ou 6 ans jusqu'à l'âge de 18, 20, 25 ans, à toujours obéir aux ordres, et qu'après tu le mets dans cette situation, est-ce que tu penses qu'il est normal qu'il obéisse? Hmm. Hein? On a été conditionné à obéir pendant toute notre enfance, hein, et jamais désobéir. Donc pour moi, l'expérience de Milgram, par exemple, serait peut-être différente si on t'avait appris à désobéir à un ordre injuste. Non? Oui. On devrait l'apprendre aux policiers, ça, aux forces de l'ordre. Ouais, alors là, mon gars, dans tes rêves, hein, dans tes rêves. Bien sûr. C'est Et pas leur juste, fonction, je pense et pas. juste sur la dernière question concernant l'école, de voir le niveau qui chaque année baisse de plus en plus, Mmh. ça, tu en penses quoi? Est-ce que pour toi c'est volontaire? Bah, là, j'aurais du mal à répondre parce que je n'ai pas les informations, hein. Je ne suis pas, psychologue scolaire, et je ne suis pas, j'ai pas beaucoup d'informations là-dessus. Mais, je voudrais te parler d'une expérience qui s'appelle, l'effet Pygmalion ou effet Rosenthal. Hmm. C'est une expérience classique en psychologie sociale qui date des années 70, donc ça a 50 ans, on connaît ça très bien, hein, on connaît ça très bien. Tu prends alors, ils ont répliqué dans plusieurs classes. Ils prennent une classe, ils font passer un test de QI à tous les enfants, d'accord? Ils prennent les 3 plus moyens, ceux qui ont vraiment 100,0 points de QI, c'est la moyenne, d'accord? Et ils vont dire au prof: «Écoutez, tout va bien, il y a pas de problème majeur, vous inquiétez pas. Par contre, bon, on n'est pas censé vous le dire, mais vous êtes expérimenté, vous le savez, vous l'avez sûrement remarqué, c'est un mensonge, hein. Par contre, il y a 3 élèves là qui sont des super génies, les gars, c'est des fusées spatiales, vous l'avez sûrement remarqué». Le prof va dire: «Oui, bon, c'est vrai que j'avais un peu vu qu'ils étaient pas comme les autres». Ils reviennent à la fin de l'année, ils refont un test de QI, d'accord? Et là, ils se rendent compte que les enfants ont un QI stable, qui reste stable. Celui qui avait 90 a toujours 90, celui qui avait 110 a toujours 110, sauf 3 enfants. Les enfants qu'ils avaient désignés comme des super fusées, eux, ont gagné 2 à 3 points de QI en un an, hein. Le QI d'un enfant peut évoluer. Ça, je ne le savais pas. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils ont été plus stimulés par le professeur, mais de façon quasiment inconsciente. Il n'a pas forcément fait exprès, puisqu'on lui a dit: écoutez, le mieux, c'est des fusées spatiales, mais le mieux, c'est de les traiter comme les autres. Comme ça, ils ne se sentent pas rejetés, vous voyez. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux, grâce à ton enseignement, à la stimulation, à la bienveillance, tu peux augmenter l'intelligence des enfants. Imagine 2 points de QI par an, et entre le CP et le bac, il y a 12 années. Alors, je dis pas qu'on peut gagner 24 points de QI en 12 ans, c'est pas ce que je dis, mais tu peux vraiment faire une différence là-dessus. Hmm. Et ce qu'on observe à l'école, au contraire, c'est que le niveau baisse. Donc, si c'est pas fait exprès, il faut m'expliquer. Alors, il y a un autre point en tant que papa, moi, qui m'interpelle également. Alors, là, je parle vis-à-vis des enfants, mais on le voit aussi au niveau de l'emploi, hein, des adultes. C'est les CPS, Les CPS, tu peux me oui, rappeler ce que c'est? le comportement psychosocial, les Ouais. compétences psychosociales. Ah! Et là, peut-être je me trompe, mais pour moi, c'est pas de vrai savoir, c'est du savoir-être, en fait. Mmh. J'ai Mmh. l'impression qu'aujourd'hui, on est plus valorisé sur nos capacités de travail, mais Mmh. plus sur si on obéit bien, justement. Oui, tout à fait. Si tu veux avoir des bonnes notes à l'école, il faut répéter ce que dit le professeur, point. Voilà, c'est ça Voilà. le travail d'un élève. Après, les Est-ce que compétences c'est pas dangereux? psychosociales dès la maternelle, à mon Ouais. avis, c'est comme tu dis, c'est peut-être dangereux parce que pourquoi? Parce que dès l'âge de 3, 4 ans, on va te catégoriser à savoir si tu es, bon, moyen ou pas bon. D'accord? Ouais. À cet âge-là, ce qui va compter surtout, c'est ta motivation à faire le travail, hein. Tu as 4 ans, tu as mal dormi, laisse tomber, ta journée elle est foutue, hein. Voilà. Toi, Mike, tu as mal dormi, tu vas au boulot, c'est difficile, mais tu gères et boum, ça le fait. Quand tu as 4 ans, ça marche pas comme ça, d'accord? J'ai regardé donc le cahier des compétences psychosociales.
Et il y en a certaines, moi, qui m'ont fait halluciner. Par exemple, je m'en souviens d'une là, comme ça, c'est l'enfant est capable d'aller au tableau, est capable et a envie d'aller au tableau pour faire l'exercice. D'accord? Donc ça veut dire est capable, il peut le faire, il sait le faire. À la limite compétence, savoir-être. On définit les compétences comme savoir, savoir-être et savoir-faire. Ça, c'est la définition des compétences, Mmh. de maintenant. Et a envie d'y aller, Mmh. d'accord? On te juge sur ta motivation au travail. Ça, c'est très, très mauvais. C'est très, très mauvais. Parce qu'arrivé au CP, si tu as un mauvais bulletin, qui ne vaut rien parce que tu es à l'école maternelle, quoi. Ça vaut rien. À la limite, si tu veux tester un enfant, ses capacités cognitives, bah, tu l'emmènes chez un pédopsie, il va lui faire passer un WISC ou un VICE, c'est-à-dire une mesure de QI quand même, avec, des éléments très, très spécifiques, qui est standardisé, qui est normalisé, c'est très carré, c'est très pointu, ça marche très bien et là, tu as une idée quand même pas mal de ce dont l'enfant est capable. Ce qu'on note à l'école, c'est pas ton, QI qui est censé représenter l'intelligence. Déjà, on pourrait en débattre, hein. C'est quand même pas mal foutu le QI, mais on pourrait en débattre. Mais là, on parle de ta motivation au travail. Si toi, demain, je te mets dans une usine je sais pas, une usine d'enjoliveur, tu vois, tu fais les 3-8, au bout de 6 mois, tu vas me dire: «Bon, je suis pas hyper motivé, ça me saoule, quoi». Tu vois? Je bosse parce qu'il faut bosser, gagner sa vie, mais «Ah bon, tu es pas motivé? Mais c'est que tu es un imbécile, tu pourras jamais aller à l'école». Donc en France, on a un truc, qu'ils n'ont pas en Belgique, par exemple, c'est le baccalauréat. D'accord? Imaginons que tu as eu la moyenne toutes les années, tu es assez intelligent, tu es assez capable, tu as bien appris tes leçons et cetera. Tu as toute ta moyenne jusqu'en terminale et là, donc tu as le niveau, tu devrais aller à l'université si tu as envie et là, boum, on te met le bac. À quoi ça peut bien servir? Le premier facteur de réussite au baccalauréat, en fait, le premier facteur qui va influencer ta note au bac, devine ce que c'est la note au bac de tes parents. C'est un filtre de reproduction sociale, Ah c'est putain. tout. C'est la reproduction du capital symbolique, c'est comme ça que ça s'appelle, hein? D'accord? Peu importe que tes parents soient riches ou pas, s'ils ont eu des bonnes notes, s'ils sont bien cultivés, tu auras des bonnes notes au bac. C'est à Incroyable. ça que ça sert et donc ça permet de faire la différence, de créer artificiellement, dans la société des, inégalités basées sur le savoir. Hein? Mmh. Et donc, parce que pourquoi? Parce qu'on a besoin de gens qui n'auront jamais leur bac, qui n'iront pas à la fac. Et ces gens-là, comment on les appelle? On les appelle des ouvriers. Mmh. Voilà, tu vois? C'est très important le bac pour ça. Alors qu'en Belgique, ils n'ont pas le bac, ils ont des universités, tu as la moyenne, tu as le niveau, bam, tu vas à la fac, si tu as envie. Mmh. Voilà. Donc, tout ça, c'est pas une question de capacité, de non, 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 non. C'est de là, c'est plus de 50% de ce que tu apprends à l'école, mais je crois même que le chiffre, c'est 60%, c'est de la normalisation. Mmh. Donc, je suis pas un spécialiste dans le domaine. Moi, je te dis juste ce que je connais. Oui, 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 Voilà. non, Après, mais toi, tu en je penses ce que tu veux. je te demande Voilà. pas Moi, plus. j'ai Moi, mon avis. je te pose des questions et le but, c'est d'avoir ton avis. Voilà, Ah, mais chacun c'est pas pensera ce qu'il celui de veut, tout le hein. monde. Exactement. Moi, Nous, je vous on dis est pas là quoi sur nos penser. médias, on Voilà. est là sur ces médias-là pour apporter des éléments aux gens et on Mmh. dit, très souvent à nos auditeurs: «Ne croyez pas, ou ne prenez pas argent pour compte ce qu'on vous dit. Continuez de faire vos recherches» Mmh. et voilà. Mais c'est très, très, très intéressant d'avoir, ton point de vue là-dessus. Eh bien, J'ai une j'avoue. dernière, pardon? Pardon, je voulais juste dire que j'apprécie beaucoup cet état d'esprit parce que moi, j'aime pas du tout dire aux gens comment penser ou ce qu'ils doivent penser. Non, non. Moi, ce qui m'intéresse avec chez toi et bien sûr aussi chez d'autres indépendants, c'est qu'on donne des informations aux citoyens et après, c'est eux, ils en pensent bien ce qu'ils veulent. Mais quand tu as les informations, tu peux penser. Quand tu n'as pas les informations, tu peux pas penser. C'est pas vrai. Exactement. Donc, merci beaucoup pour ton travail, mec. Non, bah, écoute, je t'en prie et je finirai avec une dernière chose qui, moi, qui me pose beaucoup problème à titre personnel, hein, Ouais, en tant que parent et j'aimerais avoir, toi, ton regard, sur ça et ouais. surtout, les méfaits que ça pourrait déclencher chez les enfants, de cette, fameuse éducation à la sexualité. Putain. Ah, je te Alors,
la question. Toi qui as un enfant, comment est-ce que tu appréhendes ça par rapport au programme qui se dessine, que ça va être nationalisé, ça va bientôt arriver dans toutes les écoles. Qu'est-ce Ça qu'on a peut déjà craindre commencé, pour hein. les enfants, quoi? Alors, je vais revenir un En tout tant petit que peu en parent, arrière. en tant que parent. En tant Voilà. que Ce que parent, je veux, c'est ta je réponse vais de parent. d'accord. Alors, juste avant de donner ma réponse de parent, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce qu'avant, alors il me semble que c'est le ministre de l'éducation Pap Ndiaye qui a lancé l'offensive. Je dis Oui, l'offensive. tout à fait. Juste avant, le ministre de l'éducation d'avant, c'était, Gabriel Attal. Oui, Alors, lui qui n'a jamais mis, les pieds dans une école publique, qui n'y connaît rien, bon, il était ministre de l'éducation et qu'est-ce qu'il a fait passer? Il a fait passer quelque chose, à mon avis, qu'il n'a pas créé lui-même, parce que je pense qu'il n'a pas les compétences. Pas que ce soit un imbécile, hein, mais c'est juste qu'il n'a pas les compétences. Ils ont fait passer ce qu'ils appelaient les classes par option. Donc, c'est collège-lycée. C'est-à-dire que tu n'es plus en troisième B ou en seconde numéro 6 avec toujours le même groupe d'élèves. Hein. Donc, c'était collègues de travail, oui. parce que c'est leur travail. Hein, c'est un vrai travail. C'est très dur comme travail d'aller à l'école. Ce sont plus tes collègues de travail. C'est un groupe. Tu vas changer de classe à chaque option, maths, histoire, géo, sport, machin, ça part dans tous les sens. Donc, tu n'as plus de groupe de référence. D'accord? Ça, c'est de la désorientation. C'est très grave pour un enfant de faire ça, parce qu'il n'a plus de groupe social de référence. Hein? Alors, je parle pour moi, mon témoignage, à mon époque, j'étais dans telle classe, alors celui que tu aimes bien, celui que tu n'aimes pas, voilà, mais c'est ton groupe social. Il y avait aussi le groupe des copains. Alors, souvent, les ados, ils s'identifient, par exemple, par la musique. Moi, à l'époque, il y avait ceux qui écoutaient du hard rock. Il y avait le groupe des rappeurs, Les ceux qui font rappeurs, du ouais. skate, ceux qui font du sport, La ceux qui machin. punk, Ouais, par exemple, les punks. Bon, là, c'est Bob un peu disparu, les Marley. punks. Oui, alors, ceux qui écoutent du reggae, moi, ça n'existait pas trop là où j'étais, mais bon, peu importe. Et ça, c'est très important pour un adolescent, pour un enfant, de Mmh. s'identifier à son groupe de référence. Ça t'aide de construire ton identité. Ça, on leur a enlevé, on leur a pris. Moi, j'ai eu des témoignages de parents, mais également de professionnels de l'éducation nationale qui parlent de dépression, qui parlent d'enfants qui vont très mal, juste à cause de ça. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu n'as plus de groupe de référence, tu es en pleine chute libre. Tu es en train de tomber de ta falaise. Ah, donc, tu te rattrapes à la première branche. Qu'est-ce que c'est que cette branche? C'est EVARS. Mmh. Ok. Mmh. Donc, je vais juste te dire le titre. Moi, je te lis le titre de la façon dont moi je le lis. D'accord? C'est Éducation à la vie affective, Relationnel. relationnelle et sexuelle. Ouais. D'accord? Si tu vas en cours d'histoire géo, on ne te dit pas éducation à la vie de l'histoire géographie du monde. Non, on ne te dit pas ça. Non. Ouais. Donc, en fait, on se rend compte que c'est un emballage. D'accord? On a parlé de cheval de Troie tout à l'heure. Ouais. Ok. Si je te dis affective, relationnelle et sexuelle, 3 mots d'affilée. Qu'est-ce que c'est, 3 mots d'affilée? Ça s'appelle un triple acquiescement. C'est une technique qu'on appelle la technique du triple acquiescement. C'est-à-dire que je te dis un, tu es d'accord? Par exemple, je te dis éducation affective, tu es d'accord, c'est bien? OK, super, c'est bien. Relationnel, éducation relationnelle, c'est bien. Bon, d'accord, c'est bien. Éducation sexuelle, OK, c'est bien. Parce que ton cerveau, si je te mets 2 propositions positives et une troisième qui n'a rien à voir, il va dire OK, OK, Ah OK. oui, comme on a déjà Ah, accepté la 2 première et la fois. deuxième fois, La troisième fois, ton tu cerveau, il refuses pas. continue. Ouais, C'est une d'accord. technique classique. Donc, qu'est-ce que c'est pour moi? Le titre, déjà, c'est un cheval de Troie avec dedans une technique de manipulation qu'on appelle le triple acquiescement. Et maintenant, je vais te demander, Mike. Nous, on a une relation relationnelle. On va dire que ce soit affectif entre toi et moi, on ne se connaît pas, on n'est Mmh. même pas amis. D'accord? Est-ce qu'après l'émission, on baise ensemble? Non. Ouais, Non. Non. tu Moi, je pas suis désolé, je ne vais pas faire un sex cam avec toi, non. tu pas Pourquoi? Non, mais voilà. Pourquoi? Parce que ça n'a rien à voir. ah Ça oui, n'a complètement, rien à voir, bien sûr. d'accord? Mmh. Alors, chacun vit son couple et sa sexualité comme il l'entend, c'est pas mon problème. Oui. Mais la plupart des gens ne couchent pas avec, leurs collègues de travail, ne couchent pas avec leurs amis, leur tonton, leur tata, le voisin, le gros Roger. Non, c'est pas vrai, hein. Les relations sexuelles, c'est quelque chose de très particulier avec ce qu'on appelle un partenaire ou une partenaire sexuelle. D'accord? Mmh. Et si jamais tu vas dans un backroom, dans une boîte échangiste, il n'y a pas vraiment de relationnel ou d'affectif. Ok? C'est du Oui. sexuel.
Pourquoi? Parce que ces 3 choses n'ont rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et on te l'emballe dans un emballage avec une technique de manipulation qui te fait croire que oui, c'est normal et ça va ensemble. Voilà. Donc après, si tu veux qu'on parle des symptômes que ça occasionne chez les enfants, les compulsions au porno, les compulsions à la masturbation, le gosse qui doit se masturber 15 fois par jour parce qu'il est complètement, ça l'a fait serrer, les images choquantes, les enfants qui sont traumatisés, les enfants qui ont peur de l'école. Franchement, il y a plein de témoignages, hein. Moi, je vous invite à écouter les témoignages, et notamment les témoignages des spécialistes. Il y a des gens qui en parlent très bien, notamment sur l'histoire de ce mouvement. Alors là, je parlerai juste, j'envoie des noms si tu permets. Je passe la main à des gens qui s'y connaissent beaucoup mieux que moi. Je parle de Marion Sigaud, je vais parler de Ariane Biéran, je vais parler de nos amis de Kairos, le vaillant média belge, qui ont fait des tables rondes avec des spécialistes, parce que eux en Belgique, ils sont en avance sur nous là-dessus, hein. Et tu peux voir les résultats, les conséquences désastreuses, c'est dégueulasse, hein. Tu parles de tournantes de petites filles de 5 ans dans les chiottes de la maternelle. C'est de ça que je parle. Parce que si tu dis à un enfant, manger des carambars, c'est bon pour la santé. Qu'est-ce qu'il va faire? Manger des carambars. D'accord? Si je te dis à un enfant, lécher le minou de sa petite copine de la maternelle, c'est bien, ça va lui faire plaisir, qu'est-ce qu'elle va faire? Eh bien sûr, elle va essayer. Et là, on arrive à des tournantes de gamins dans des maternelles, hein. Je parle de choses qui existent, hein. Je ne parle pas de. D'accord? Donc, moi, ce que j'en pense, c'est que pourquoi une des raisons pour lesquelles j'apprécie et je soutiens le collectif Parents en colère, c'est qu'à un moment, il faut défendre ses enfants. Une agression, une agression sexuelle, il faut défendre ses enfants contre les agressions sexuelles, qu'elles soient physiques ou psychologiques. D'accord? Voilà, j'avoue que je suis un peu remonté par le sujet. Ça me plaît pas des masses. Et ça s'est entendu. En tout cas, merci d'avoir répondu sincèrement. On va finir avec un petit commentaire, une petite question que j'ai vue. Libre à toi de répondre ou pas. Mais voilà, je t'affiche le commentaire de Tofani. J'ai une question en tant que psychologue. Comment il voit le maqueron? Est-ce qu'elle parle du président de la République? Oui, c'est ça. Ah voilà. Pour toi, de ton point de vue de psychologue. Si tu acceptes de nous en parler, hein. Oui, pourquoi pas. Alors après, moi, je ne suis pas psychologue clinicien. Moi, je suis psychologue du travail des organisations. Donc, moi, mon travail, c'est comment l'organisation a des influences sur ta psychologie, hein. Je ne vais pas te dire que c'est un psychopathe ou un pervers ou quoi que ce soit. Ça, c'est pas mon rayon, d'accord? Je pense que ce monsieur a des sérieux troubles de la personnalité. Quels sont-ils? Je peux pas. J'ai pas les outils pour poser un diagnostic. C'est pas mon boulot. J'ai mon idée sur le sujet, mais ça serait pas très cohérent. Ce que je te dirais, c'est que d'un point de vue organisationnel, en 2017, donc Emmanuel Macron, notre leader suprême, est élu, d'accord? Mais avec un parti qui s'appelle La République en marche, LREM, d'accord? Ce parti, c'est pas lui qui l'a créé. C'est l'entreprise McKinsey, cabinet de stratégie américain, aux dimensions mondiales, qui, alors eux, ils ont, je crois, ils sont présents dans 90 pays. Ils sont présents dans de nombreux gouvernements, dans de nombreuses entreprises privées également, telles que, alors il me semble, Atos. J'espère que je ne dis pas une bêtise. Si je me trompe, je vous prie de m'excuser. Donc en fait, ce n'est pas le parti d'Emmanuel Macron. C'était le parti de McKinsey. D'accord? Pour qui travaille McKinsey? Est-ce que vous croyez franchement que cette énorme entreprise mondiale travaille pour Emmanuel Macron? Donc voilà, moi ce qui m'intéresse, c'est la psychologie des organisations. Donc pour moi, c'est un pion sur l'échiquier, voilà, tout simplement, qui travaille pour des personnes qui ne sont pas des intérêts français, hein. D'accord? Ok. Voilà. Merci C'est ma façon de voir. Merci beaucoup pour ta réponse. Merci infiniment, Yann, d'être venu te prêter au jeu pendant un petit peu plus d'une heure et demie avec nous. Merci à toi, Mike. Merci d'avoir montré ton travail. Alors, petite question, as-tu trouvé un éditeur? Pas pour l'instant. Voilà. Pas pour l'instant.
Pas pour l'instant, donc c'est un petit livre qui est auto-édité. Je fais des tout petits tirages parce que j'ai pas de budget, j'ai pas de place chez moi et je suis juste un petit mec avec ses 2 bras. Donc si vous cherchez à l'acquérir, il est en vente à 6,99 € sur le site internet letréspetitguide.fr, plus les frais de port. Donc pour moins de 10 balles, normalement, il est dans ta boîte aux lettres. Voilà, je vous mets Voilà, il à faut juste être l'écran. un petit peu patient parce que je fais ce que je peux. Je suis tout seul. Voilà. On essaye de trouver des pistes, on te fait quand même ta publicité. Merci infiniment pour Merci tout ce beaucoup. travail que tu es venu nous livrer ce soir, d'avoir Merci. répondu à mes questions, notamment sur mes inquiétudes concernant les enfants avec sincérité. Voilà, merci infiniment à toi. Je t'en prie, mec. Hop, non, je regarde, non, je ne vois pas de questions des auditeurs. Eh bien, écoutez, on va se quitter en chanson comme d'habitude. Ah, voilà. Merci, Monsieur Charrier. C'est tout à votre honneur. On te dit dans les Merci, commentaires. Kat. Merci beaucoup. Merci à toutes et à tous, les amis, d'avoir suivi ce programme. N'hésitez pas à nous aider. Vous le savez, si cette émission vous a plu, eh bien, déjà, par mettre des petits pouces. Et si le cœur vous en dit, eh bien, à partager cette émission, voilà, afin qu'un maximum de personnes puissent regarder la voir, quoi. Excusez-moi, je suis en train de faire quelque chose en même temps, je suis un petit peu perdu. Voilà, j'y suis retrouvé. Et puis, bon, encore merci Yann. On va vous souhaiter à toutes et à tous une excellente fin de soirée. Prenez soin de vous afin de prendre soin de tous ceux que vous aimez. Et puis, allons tous ensemble vers la délivrance. Bonne soirée, bye bye. Merci, au revoir. Un message mystique pour un changement de cycle. Si vous baissez vos armes, il n'y aura plus de larmes, plus de drames, plus d'obstacles. Baissez vos armes, nous n'en aurons plus besoin. Nous sommes venus pour le monde de demain. Nous nous sommes incarnés en ce temps bestial, ces temps sombres où les plus grandes âmes viennent pour le combat final. Un face à face avec soi-même est la dernière occasion de briser les chaînes des cœurs qui se renferment. Ici, on va te ramener de l'espoir, te permettre de vouloir, de croire à ton pouvoir, transmettre la flamme qui habite ton âme, brûle tes larmes, fais jaillir la puissance de ton être, sois la transformation que tu veux être, même si la vie est un paraître, qu'elle n'a plus de goût, qu'elle te pousse à bout, ne recule pas, affronte-la, transmute-la, n'es-tu pas là pour ça? Ce jour où plus rien ne va, là où tu dois t'accrocher, continue le combat. Ce jour, mon frère, où la souffrance te percute là, ne t'oublie pas et va chercher au fond de toi, au fond de ton âme, ce qui t'anime. Le combat intérieur est rude, mais c'est de là que vient la délivrance. La délivrance. La délivrance. La délivrance. Crois en toi, révèle-toi, libère-toi, réveille-toi, relève-toi, active-toi, tout est en toi. Relève-toi. Je suis cette puissance, cette force, ma colère sera froide. Ressens mon énergie qui te transperce. Je vais chercher ton âme, y écarter les ombres. Inutile d'avoir peur, créé à l'image de Dieu. Rien ne peut t'éblouir car nous sommes sa lumière. Alors, retrouve la tienne, prends confiance, tu n'as plus à répondre. J'avance à bout de souffle et même si je vois que ma terre souffre, la méchanceté nous bouffe, alors pourquoi ne pas s'unir nous tous? J'ai les yeux dans les cieux, j'ai les étoiles dans les yeux. Rien ne m'empêchera d'être heureux.